Ok, bon bah bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler d'Interstellar. Vous avez vu Interstellar, madame? Non? Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'Interstellar, un film. Ok? Donc Interstellar, c'est un film de Christopher Nolan qui est sorti, je crois, en 2010, quelque chose comme ça. Et il dure 2h47 et 24 secondes de mémoire. Vous avez vu la mémoire ici? Mémoire, 24 secondes précisément. Donc, il dure 2h47 et 24 secondes. C'est un film de Christopher Nolan. Et le principe du film, c'est qu'en gros, il y a un physicien qui s'appelle Kip Thorne et il s'est dit j'aimerais trop faire un film qui se base sur des règles scientifiques. Genre prendre la vraie science et faire un film à partir de ça. Parce qu'il y a plein de films hollywoodiens qui se disent films scientifiques mais qui en vrai ne respectent pas précisément la science. Et donc Interstellar, ça part de cette idée-là de faire un film qui se base sur des vraies règles scientifiques. Donc Interstellar, c'est un film où le projet il commence avec Kip Thorne, donc un physicien qui veut faire un film qui se base sur des vrais trucs, et il engage Jonathan Nolan, qui est un scénariste. Jonathan Nolan, il écrit son film, et en premier, il pense à Steven Spielberg comme réalisateur. Vous connaissez Steven Spielberg, monsieur? Moi, je connais. Donc, il engage Steven Spielberg comme réalisateur, mais au bout de quelques années, Steven Spielberg, il lâche le projet. Et donc, qui c'est qui le récupère? C'est le frère de Jonathan Nolan, Christopher Nolan. Vous connaissez monsieur Christopher Nolan? C'est un grand réalisateur. Et donc là, il reprend le film de son frère qui s'appelle Interstellar. Et le film, il commence par d'abord les logos des boîtes de production qui sont Syncopy, Universal et Paramount, je crois. D'ailleurs, c'est un peu drôle que Universal et Paramount aient voulu diffuser le même film parce qu'ils sont un peu rivaux. Mais bref, histoire un peu cool. Et donc le film il commence sur les boîtes de production et juste après on a un plan d'une bibliothèque avec écrit Interstellar dessus. Et dès le début, on voit que sur la bibliothèque, il y a plein de poussière. Comme si la maison elle était soit très vieille, soit il y avait un problème qui fait qu'il y avait beaucoup de poussière. Vous voyez, donc on voit cette bibliothèque avec écrit Interstellar par-dessus et bim, on passe sur une interview. Une interview d'une dame qui doit avoir quelque chose comme 85 ou 90 ans et qui dit en gros qu'elle a vécu dans un moment où la poussière envahissait son endroit où elle vivait. On a des interviews de plusieurs personnes où elles disent il y avait de la poussière partout. Par exemple, on était obligé de prendre les assiettes et de les retourner pour pas avoir de la poussière dedans. On faisait on passait le balai tout le temps. Et en même temps qu'on voit ce truc, on a un plan. Ah non, le vrai début, c'est donc on voit ce plan avec la poussière, blablabla. Et après, on a un plan très 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 lumineux d'un mec qui est en train de conduire une navette spatiale. Et ce mec, il s'appelle Cooper. Il conduit cette navette spatiale, le plan il est ultra lumineux et on sent qu'il y a un problème. La navette, elle est pas à l'aise. Et il dit, là, on va passer au-dessus du détroit, il y a quelques problèmes. Et le mec, l'opérateur, il lui dit, on va être obligé de ralentir, sinon c'est trop dangereux. On va être obligé de ralentir. Sauf que Cooper, lui, il veut pas ralentir. Parce que s'il ralentit, c'est dangereux pour lui. Et donc, il veut continuer, mais l'opérateur, il continue de lui dire « faut qu'on ralentisse, faut qu'on ralentisse, faut qu'on ralentisse ». Cooper, ça l'énerve, bim, problème. Et là, on comprend que Cooper, il s'est craché. Bim, donc on a un plan très lumineux qui passe sur un plan très, 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 très sombre de Cooper qui se réveille dans son lit. Parce qu'en fait, c'était un flashback. Ça veut dire qu'en fait, il a rêvé de ce truc, ça lui est vraiment arrivé, mais il vient d'avoir un flashback. Okay, et quand il se réveille, on apprend qu'il a crié parce que ça y a sa fille qui s'appelle Murph, comme la loi de... Enfin, Murphy, je prends en VO ou en VF, mais dans la version que j'ai regardée, ça s'appelle Murph. Et elle vient lui voir et elle lui dit « mais pourquoi t'as crié comme ça? J'ai cru que c'était le fantôme. » Cooper, il répond à sa fille « mais ça n'existe pas, les fantômes, parce que voilà, c'est un truc surnaturel. Cooper, c'est un astronaute et plus tard, on va l'apprendre un ingénieur. Il n'y croit pas en fantômes. » Mais sa fille, elle lui répond « si, grand-père, il m'a dit que ça existait, les fantômes. » Et là, Cooper, il répond par une blague trop drôle. Il dit « s'il dit que ça existait, les fantômes, c'est peut-être parce que c'en était lui, enfin, c'est peut-être parce que lui, c'était un fantôme. Parce que son grand-père, il est vieux et donc c'est un fantôme. Vous avez compris la blague. Vous avez compris la blague, monsieur? Non, c'est pas grave. Et donc, il fait la blague, blablabla. Et on continue avec les interviews dont je parlais avant. Les interviews qui disent qu'il y a beaucoup de poussière. En même temps, on voit le fameux grand-père qui retourne les assiettes. Parce qu'en retournant les assiettes, t'empêches qu'il y ait de la poussière à l'intérieur. Donc, tu gardes les assiettes propres. Ce qui est important, parce que manger dans des assiettes pleines de poussière, c'est pas ouf. Franchement, j'ai déjà essayé, moi, j'aime pas aimer de ouf. Et donc, voilà, il fait ça. On a les interviews qui continuent. On comprend qu'il parle du Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est un événement dans les années 1930, je crois, où aux États-Unis, il y a des grosses tempêtes de poussière qui ont parcouru le pays. Et ça a créé un drame énorme avec plein de cultures.
plein de cultures qui sont mortes et tout ça. C'était la grosse famine, ça s'appelle la Grande Dépression, cette période est très très grave. Et donc on comprend que nous, les interviews qu'on écoute, c'est des interviews de cette période. Sauf que dans le monde d'Interstellar qui se passe en, je sais pas, en 2100 ou 2050, bah, il y a aussi ce problème avec la poussière. Okay, donc on a les interviews, bam bam bam, on a vu le grand-père qui bougeait les assiettes et maintenant on voit le grand-père qui est devant la maison et qui passe le balai devant la maison et qui enlève la poussière. Tellement il y a de la poussière partout. À peu près au même moment, on a donc Cooper qui était dans sa chambre, il se lève et il regarde à sa fenêtre et il voit un champ. Son champ apparemment. Petite anecdote d'ailleurs, Christopher Nolan, il a fait planter un champ de 500 hectares pour le film. Vous vous rendez compte monsieur, 500 hectares c'est énorme. Il l'a fait planter juste pour le film. C'est un ouf Christopher Nolan. Ouais, vous avez vu? Vous êtes impressionné. Moi aussi je suis impressionné. Et truc de ouf, quand il a revendu le champ, il a fait de l'argent avec ça. C'est trop un bon Christopher Nolan. Donc bref, on a Cooper qui regarde ce champ et on voit que on a un plan du champ où on voit une petite brise passer au-dessus, sauf que c'est pas du vent, c'est de la poussière. Parce que ce monde, il est tellement rempli de poussière que bah, y a tout le temps de la poussière qui vole dans l'air. Truc de ouf. Ok, donc on a tous ces plans, on comprend qu'on est dans un monde un peu post-apocalyptique avec beaucoup de poussière. Et là, on passe au petit déjeuner. On est au petit déjeuner et donc on a 4 personnages dans cette maison. On a le grand-père, Cooper, sa fille qui s'appelle Murph et son fils qui s'appelle Tom. Et là, ils sont au niveau du petit déjeuner où la table est toute lavée parce qu'apparemment le grand-père a enlevé toute la poussière, parce que je rappelle qu'il y avait de la poussière partout. Ils prennent le petit déjeuner et comment ça s'appelle, Murph, elle dit qu'elle a un fantôme dans sa chambre. Le fameux fantôme dont on parlait un peu plus tôt avec Cooper. Murph a dit qu'elle a un fantôme dans sa chambre, sauf que son frère qui est joué par Timothée Chalamet, qui doit avoir entre 12 et 15 ans, entre 12 et 16 ans peut-être, je ne sais pas exactement, je crois qu'il est au lycée, donc je dirais plus 16 ans. Il lui dit, mais Murph, ça n'existe pas les fantômes, t'es totalement débile. C'est 2 frères et sœurs, donc ils se charrient un peu, et il lui dit, bah ça n'existe pas les fantômes. Et Murph, elle lui répond, mais tu sais, on ne dit pas fantôme, on dit poltergeist, qui doit être un nom allemand, j'imagine, parce que c'est un peu bizarre, vous pouvez y aller, monsieur, vous pouvez vous enfuir. Et donc, elle lui dit, mais on ne dit pas fantôme, on dit poltergeist. Et donc, comment ça s'appelle, il s'embrouille un peu. Et Tom, il dit à Cooper, à son père, papa, dis à Murph que ça n'existe pas les fantômes. Donc Cooper, il vient, il s'assoit à côté de Murph comme ça. Je ne peux pas m'asseoir avec ce costume de con. Mais il s'assoit à côté de Murph et il commence à lui dire, tu sais que les fantômes, c'est pas très réaliste, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà. Et Murph, elle lui répond un truc de ouf, elle lui répond, mais est-ce que la science, c'est pas à propos des trucs qu'on ne connaît pas? Parce que forcément, si tu étudies quelque chose dans la science et que tu fais des découvertes, c'est un truc que tu ne connais pas à la base. Donc bah, le fantôme, un truc qu'on ne connaît pas, ça rentre dans le cas. Donc réponse de ouf, il ne sait pas quoi répondre, le père Cooper. Et du coup, il lui dit, bon, bah, voilà, on a fini la discussion, bonne journée de travail. Le grand-père, il dit à Cooper, bon, c'est pas ouf que ce que tu as fait comme réponse à ta fille, reprends-toi. Et du coup, Cooper, il vient à côté de Murph et il lui dit, bon, t'as le droit de me dire qu'il y a des fantômes dans ta chambre, même si ça paraît un peu crazy, des fantômes dans sa chambre. T'as le droit de me le dire, ok. Par contre, tu vas me le prouver scientifiquement. C'est-à-dire que tu dois faire des recherches, tu dois étudier, tu dois noter, tu dois faire des calculs et tout ça. Et après, tu fais des raisonnements et tu montes tes conclusions. Et là, peut-être, je pourrais croire au fait qu'il y a des fantômes ou des poltergeists dans ta chambre. Tu peux pas juste me dire, ah bim, il y a des fantômes dans ma chambre. Donc, on part comme ça, bim. Et là, le grand-père, juste avant que Cooper y parte, il lui dit, tu sais qu'il y a une réunion parents-élèves, pas une réunion grands-parents-élèves. Donc en gros, qu'est-ce qu'il lui dit? On comprend que le grand-père, c'est souvent lui qui remplace Cooper pour les réunions parents-élèves, et que là, il demande à Cooper d'y aller. Donc bim, on sort de la maison, et on sort de la maison, ils sont devant la voiture. Tom, il est déjà en voiture parce qu'il est vite, il est ultra pressé. Il dit à son père, dépêche-toi, dépêche-toi. Cooper, il lui répond, t'inquiète Turbo, tranquille, tranquille. Ok, bim, il rentre dans la voiture. Le grand-père et Cooper, ils voient que le voisin, il a une partie de son champ qui est brûlée. Parce qu'en gros, en fait, on comprend que dans ce monde apocalyptique où il y a plein de poussière, il y a ce qu'on appelle le mildiou, M-I-L-D-I-O-U, qui tue la plupart des plantes végétales. Ce qui fait que c'est très dur de manger. Donc il tue la plupart des plantes végétales. Et donc en gros, il reste plus que le maïs. Les gens, ils peuvent plus faire pousser que du maïs. Et comme le mec de devant, il a fait pousser, je crois, dans le film en VO, ils disent Oprah, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais comme il a fait du gombo, voilà. Comme le voisin, il a fait pousser du gombo,
bah, le mildiou l'a tué et du coup, il est obligé de brûler une partie de sa récolte. Ce qui n'est pas ouf quand on est agriculteur. Brûler une partie de sa récolte, on perd de l'argent, on perd de la nourriture, pas exceptionnel. Donc bim, il voit ça, Cooper il dit ouais je sais que je peux pas me gratter là, c'est insupportable. Donc il voit que l'autre il a brûlé une partie de sa récolte et il dit bon bah il aurait dû faire comme nous quoi, planter du maïs comme tout le monde. Bim, il rentre dans la voiture et le grand-père il dit à Cooper qui a 2 doigts de partir bon tu seras gentil avec la prof là que tu vas voir à la réunion parents-élèves parce qu'elle est célibataire. Et là Cooper il lui dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Le grand-père, il lui répond, bah, ça veut dire qu'on est dans un monde post-apocalyptique, il faut repeupler la Terre, donc tu ferais mieux d'essayer de la séduire, cette prof. Cooper, il comprend que c'est un peu une boutade, donc bim, tac, il part. Il part et très rapidement, il laisse Murph conduire. Parce que Cooper, le père, il est très proche de sa fille et il la laisse conduire. Elle commence à avancer, elle change les vitesses. Sauf que très vite, il crève. Truc de ouf. Trop dommage, il crève. Donc bim, il crève, ils sont sur le bord de la route. Cooper, il dit à son fils Tom, bah tu vas la réparer. Il faut que tu me trouves la roue de secours. Tom, il répond, mais c'était déjà elle, la roue de secours, comment on va faire? Et Cooper, il lui répond, tu sais, il faut que tu t'adaptes, il faudra que tu trouves une solution. Donc je sais pas c'est quoi ton problème, mais tu le règles. Donc bim, comment il s'appelle? Tom, il commence à essayer de réparer la voiture. Et Murph, elle parle avec son père, elle lui dit, mais pourquoi elle m'a donné un nom qui porte malheur par rapport à la loi de Murphy? La loi de Murphy, je suis mauvais en physique, mais la loi de Murphy apparemment, c'est que tout ce qui peut arriver dans l'univers arrivera. C'est ça la loi de Murphy. Sauf que Murphy, elle l'a mal compris. Elle s'est dit que tout ce qui peut se passer mal, se passera mal. Et donc elle demande, mais pourquoi j'ai un nom porte malheur? Pourquoi j'ai un nom qui dit que tout va se passer mal? Et Cooper, il lui répond, bah t'as pas vraiment exactement raison. Donc bim, ils discutent. Ils discutent et pendant que Tom il est en train d'essayer de réparer la voiture, et il y a un missile indien qui passe au-dessus. Gros plan avec un missile indien comme ça qui passe au-dessus de la voiture. Et donc, il voit le missile indien, Cooper, et il se dit, attends, truc de ouf, un missile indien, ça veut dire des piles. Un missile indien, ça veut dire des piles solaires indiennes, source d'énergie de zinzin, on est obligé de partir. Donc, même si la roue elle est crevée, ils remontent tous dans la voiture et ils repartent. Ils vont à travers le champ pour aller chercher le missile. Il commence à avancer, c'est Tom qui prend le volant parce que Cooper il donne des indications à Murph à côté pour essayer de hacker le missile. Bim, ils sont à travers les champs. Donc il faut savoir qu'on est sur des champs de maïs, donc c'est énorme. Genre le champ il fait au moins ça, ou même peut-être plus. C'est-à-dire que quand tu es dans ta voiture, tu vois pas ce qu'il y a devant. Horrible, tu conduis sans savoir où tu vas. Donc bref, il commence à avancer, blablabla. Tom il est en train d'essayer de s'en sortir alors qu'il ne peut pas voir devant, mais en même temps son père à côté il est en train d'essayer de hacker le missile pour avoir ses piles. On bim, il commence à avancer. À un moment, Tom, il a 2 doigts. Bonjour madame. Il a 2 doigts de cogner un tracteur. Il continue quand même à avancer. Il lui dit, Cooper, il dit à Tom, continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer. Et Tom, il lui dit, mais attends, papa, parce qu'en gros, juste devant, il y a une falaise. Mais son père, il dit, continue à avancer. Cooper, il se rend compte qu'il y a une falaise devant lui, il dit, oh, et il arrête la voiture. Parce qu'en gros, bah, sinon, il serait tombé dans la falaise. Et tomber dans une falaise, c'est pas ouf. Pas un truc de ouf de tomber dans la falaise. Donc bref, ils sont devant la falaise et Murph elle se dit bah attends, on s'est arrêté là, on a arrêté d'essayer de hacker le missile, on l'a probablement perdu. Sauf que Cooper il répond que non. Il sort son ordi portable avec lequel il était en train d'hacker et sur le pavé tactile il commence à bouger son doigt. Et en même temps qu'il bouge son doigt, dans la même direction, il y a le missile qui avance. Et donc on comprend que Cooper il a réussi à hacker le missile. Truc de ouf. Donc il commence à bouger le missile avec son doigt, blablabla, et il dit à Murph, de pouvoir essayer. Elle essaye de bouger le missile et bim, elle se le fait arrêter sur un champ à côté. Donc, ils ont réussi à avoir le missile. Ils se rendent jusqu'à ce champ. On a un plan magnifique en grand écran où on voit genre le missile étendu par terre et les 3 qui avancent vers lui comme ça. Là. Donc ils avancent vers le truc. Et là, Tom, il pose la question à son père Cooper, pourquoi il y avait ce missile. Et Cooper, il lui répond. En fait, il y a l'observatoire spatial de New Delhi, de l'agence spatiale indienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fermé il y a 10 ans, comme la NASA. La NASA aussi a fermé il y a 10 ans. Et donc, ce missile spatial, ça faisait 10 ans qu'il se baladait partout sur la Terre comme ça, bim, et par hasard, il s'est retrouvé juste au-dessus de Cooper. Donc, ils avancent,
Ils essayent de comprendre comment ça se fait qu'ils volaient aussi bas, parce que normalement un missile spatial, ça vole beaucoup plus haut, au moins à la hauteur de l'espace. Enfin, j'en sais rien en vrai, mais ça vole beaucoup plus haut. Et tac, il commence à extraire les piles en fait. Il commence à extraire les piles qui sont dans le missile. Et la Murph, elle répond, mais pourquoi tu lui prends les piles? Il n'avait rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal à personne. Pourquoi tu lui prends une partie de lui? Tu vois, c'est glauque un peu. Et Cooper, il lui répond, mais tu sais, comme tout le monde, ce missile, il doit apprendre à s'adapter. Parce qu'on est dans un monde apocalyptique et les humains, ils ne peuvent pas survivre s'ils ne s'adaptent pas. Donc bim, ils sortent la pile, blablabla. Ils la mettent sur la voiture. Il y a une petite discussion du coup entre Murph et Cooper sur le fait que c'est triste ce qu'ils font avec le missile, mais bon, on va s'en sortir. Lorsque le signal sonore retentit. Ok. Donc bim, ils avancent, blablabla. Ils ont pris la missile, ils le remettent sur la voiture. Et je rappelle qu'à la base, ils allaient vers une réunion parents-élèves. Ok. On n'oublie pas ça, la réunion parents-élèves. Donc, ils repartent pour la réunion parents-élèves. Ils arrivent devant le lycée. Ils sont les trois dans la voiture, Cooper, Tom et Murph. Ils sont dans les trois dans la voiture et Tom, il part parce qu'il a cours. Murph reste dans la voiture et Cooper, il va à la réunion parents-élèves. Il arrive dans un bureau où il y a une prof, la fameuse prof qu'il est censé essayer de séduire apparemment, et le proviseur. Il arrive et le premier sujet, ça va être l'avenir de Tom. C'est le proviseur qui prend la parole et qui dit Tom va faire un excellent agriculteur. Et là, Cooper, il pète un câble. Comment ça, il fera un excellent agriculteur? Pourquoi vous ne me parlez pas de la fac? Parce que Cooper, c'est un ingénieur de formation. Il a envie que son fils aille à la fac. Donc le proviseur, il répond, mais vous savez, en ce moment, on est dans un monde post-apocalyptique, il n'y a plus beaucoup d'argent, et la fac ne peut pas se permettre de prendre tout le monde. Donc on ne peut pas se permettre de prendre Tom. Là, Cooper, il fait un truc un peu drôle. Il dit, c'est quoi votre tour de taille? 42. Votre tour d'entrejambe, je crois. 84. Donc vous allez me dire qu'il y a deux chiffres pour vous mesurer les fesses et un seul pour l'avenir de mon fils. Là, il ne sait pas quoi répondre. Globalement, le proviseur, il ne sait plus où se mettre. Même moi, je ne sais pas où me mettre actuellement. Et donc, il ne sait plus où se mettre. Et il répond, mais vous savez, c'est juste que sa note n'est pas assez bonne. Enfin, en gros, ce n'est pas de ma faute, c'est juste que Tom, il n'a pas d'assez bonne note. Ça énerve Cooper et il dit, bon, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Parce que j'ai compris que le sujet était fini. Bam. La prof elle répond, oui, maintenant on va parler de Murph. Parce qu'on a parlé du premier enfant, on va parler du deuxième enfant. Elle commence en disant, Murph, c'est une enfant ultra vive, ultra intelligente. Par contre, il n'y a pas longtemps, elle a commencé un combat avec ses camarades. Pourquoi elle a commencé un combat avec ses camarades? Parce qu'en gros, Murph, elle a un manuel, ok madame, un manuel sur l'astrologie. Et dans ce manuel d'astrologie, il y a marqué que les Américains ont marché sur la Lune. Les Américains ont marché sur la Lune. Vous êtes d'accord avec ça, madame? Jusqu'ici, ça va. Ok, jusqu'ici, ça va. Ok. Donc, il a dit qu'ils ont marché sur la Lune. Sauf que le problème, c'est que l'école n'utilise pas le manuel de Murph. Eux, ils utilisent un manuel corrigé, où c'est marqué que les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Comment ça? Comment ça, les Américains n'ont pas marché sur la Lune, madame? C'est un truc de ouf. Bien sûr que si, ils ont marché sur la Lune. La Terre n'est pas plate. Peut-être elle est carrée à la limite, mais elle n'est pas plate en tout cas. Donc, Cooper, il pète un câble. C'est un astronaute. On vient de lui dire qu'on n'a pas marché sur la Lune. La prof, elle dit, je crois que c'était une très bonne propagande pour les soviétiques, pour qu'ils dépensent de l'argent. Il devient fou. Cooper, il devient totalement fou. Et en plus, la prof, juste après, elle répète que si on ne veut pas répéter les gâchis du XXe siècle et qu'on ne veut pas dépenser de l'argent dans des machines comme des fusées ou des machines sans intérêt, il faut qu'on apprenne aux enfants comment s'occuper de notre planète et pas prétendre qu'on peut la quitter. Et là, Cooper, il devient fou. On vient de lui dire que pendant la conquête spatiale, il y a eu des fusées et des machines sans intérêt. Et là, Cooper, il répond, vous savez les machines sans intérêt dont vous parlez? Dans ces machines, il y avait l'IRM. Et si on a encore eu des IRM aujourd'hui, on aurait pu trouver le kyste au cerveau de ma femme. Là, la prof, elle ne sait plus quoi répondre. Cooper, il vient de lui dire, venez de dire que les trucs sans intérêt, là, si ça avait encore existé, vous auriez pu sauver ma femme qui est morte. La prof, elle ne sait plus où se mettre. Elle ne sait plus où se mettre. Et donc, elle n'a plus rien à répondre. Elle dit, ok, mais on vous a fait venir pour autre chose. Je suis ok, d'accord, tout ça, blablabla. Mais votre fille s'est quand même battue avec ses camarades. Et on se demandait si vous auriez une idée pour la punir à la maison pour qu'elle arrête de se battre avec ses camarades.
un peu relou, une enfant qui se bat avec ses camarades quand même. Et là, Cooper, c'est un gros troller. Cooper, il se moque un peu du prof et de la proviseur depuis longtemps. Enfin, du proviseur et de la prof. Et il dit, vous savez, il y a un match de baseball pas loin. Ce match de baseball, il y aura du soda, des bonbons. En plus, ma fille, la Murph, elle est un peu dans une phase de baseball et tout. Donc ça peut être cool. Ok. Donc je pense que je vais l'emmener. Et là, la prof, elle se dit, comment ça? On vous a parlé de punir votre enfant. Et là, vous voulez l'emmener à un truc qui l'a fait kiffer. Il ne sait pas quoi répondre. Et donc là, ils comprennent que Cooper, c'est un gros troller. Et donc, bim, ça s'arrête. Et Cooper, il sort. Cooper, il sort, il se retrouve devant la voiture, il parle avec Murph. Murph, elle lui demande, bah du coup, comment ça s'est passé la réunion? Et Cooper, il lui répond, t'inquiète, je t'ai eu l'exclusion temporaire. Rien que l'exclusion temporaire. Donc on comprend qu'il s'est embrouillé avec les gars et que ça ne s'est pas super bien passé. Et là, ils reçoivent un appel. Un appel du grand-père qui est à la maison. Et il dit, Cooper, je crois qu'on a un problème avec les machines. Elles sont toutes en train de revenir à la maison. Cooper, il dit, t'inquiète, on a déjà eu un problème avec les machines, il suffit de réinitialiser leur système. Le grand-père, il répond, j'ai déjà essayé de les réinitialiser. Il y a toujours le problème. Donc là, Cooper, il comprend qu'il y a un problème un peu plus important. Donc il dit, j'arrive, et il revient à la maison. On voit la voiture de Cooper revenir à la maison, donc Tom est en cours, mais comment ça s'appelle? Cooper et Murph, ils arrivent. Et en fait, on voit un plan de la maison avec tout autour plein de tracteurs qui se rapprochent de la maison. C'est trop bizarre. Le plan, il est vraiment bizarre et on comprend qu'il y a un problème. Donc, ils essayent comment ça s'appelle? Cooper et son père, ils parlent et en fait, ils comprennent qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qui fait bouger les boussoles des tracteurs à l'intérieur de la maison. Comme un truc autour de la gravité. Un peu bizarre. Parce que s'il y avait un problème autour de la maison avec la gravité, la première fois qu'ils auraient allumé les tracteurs, ils s'en seraient rendus compte. C'est-à-dire que le problème est apparu il n'y a pas longtemps. Un peu bizarre. Dans le même temps, Cooper et tout, ils sont dans la maison, ils entendent les livres de Murph tomber. Ils vont voir la chambre de Murph. Et dans la chambre de Murph, on a un plan. Donc Cooper, il est devant la porte. Et quand il ouvre, la première chose qu'on voit, c'est les trous dans la bibliothèque. Et on te les met bien en évidence pour qu'on comprenne que c'est pas normal qu'il y ait ces trous dans la bibliothèque. Les livres, ils sont pas censés tomber. Il s'avance. Murph a dit à son père, j'ai déjà essayé d'étudier les livres, ils n'ont pas de signification précise. J'ai essayé de faire le morse. Cooper, il lui répond, comment ça, le morse? Murph, il lui répond, bah au cas où, il voudrait me parler, le fantôme qui fait tomber les livres. Et là, Cooper, il se moque un peu, il dit, bon, ok Murph, mais je crois pas que ta bibliothèque veuille te parler. Et c'est un peu drôle, parce qu'en fait, on apprendra plus tard dans le film que, voilà. Mais il faut rester dans la vidéo pour comprendre. Donc bref, il y a ça, il y a cette scène un peu bizarre dans la chambre, et on voit maintenant Cooper et son père parler sur le devant de la maison, sur la terrasse. Et Cooper, il tient un discours, il dit avant, on était des explorateurs, des pionniers. En anglais, il utilise le nom des 2 sondes de la NASA, ce qui est un peu drôle. Et maintenant, avant, on regardait dans le ciel pour se demander quelle était notre place parmi les étoiles. Et maintenant, on regarde par terre pour se demander quelle est notre place parmi la poussière. Donc, en gros, Cooper, il a tout un discours sur le fait qu'avant, on rêvait de l'espace et aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire, que c'est plus une priorité et tout. Alors que lui, Cooper, il vit pour l'espace. Il vit pour la NASA, il vit pour tout ça. Donc voilà, le grand-père, il lui répond, bah, t'es soit né 40 ans trop tôt, soit né 40 ans trop tard. Ma fille le savait, celle qui est morte, nos paix à son âme. Tes enfants le savent, surtout Murph, mais on ne peut pas vraiment y faire grand-chose. Donc, ils ont cette discussion, bim, ça se finit, et on a les retours du documentaire du début. Et là, les vieux du documentaire du début, ils disent, il s'est passé un événement, le 14 avril à 13h30, je ne me rappelle plus de la date, mais en gros, ils disent, il s'est passé un événement un jour qui a révolutionné la planète Terre. Truc de ouf. Sauf que sur le plan d'après, on voit toute la famille à ce fameux match de baseball dont Cooper avait parlé pour emmener Murph. Okay, et donc, ils sont à ce match de baseball et la scène, elle est très très calme. Alors que juste avant, on a eu le documentaire qui nous disait, bonjour madame, qui nous disait qu'il allait se passer un truc de ouf. Donc gros contraste. On ne comprend pas, on voit des joueurs en train de jouer, je crois, c'est au baseball. Et à un moment, il y a un joueur de baseball qui rattrape pas la balle, il lève les yeux et il voit une énorme tempête de poussière. Une énorme tempête de poussière. Et on ne comprend pas pourquoi. Et il y a une alarme qui retentit. Et donc là, ils savent qu'en gros, Cooper et toute la famille, ils doivent partir. Parce que cette énorme tempête de poussière qui est vraiment gigantesque, un peu comme à l'époque du Dust Bowl, ça fait des photos de ouf, va arriver et que globalement, il faut s'en protéger, quoi.
Donc ils commencent à partir, ils prennent la voiture. On a une scène de ouf où on voit toute la famille dans la voiture qui avance à travers la ville en se battant contre la tempête de sable. Un plan qui a d'ailleurs été réalisé sans effets spéciaux. Et ça, c'est assez ouf parce que Christopher Nolan, il n'utilise pas d'effets spéciaux. En fait, pour la scène, ils ont pris la voiture et ils ont mis une autre voiture devant avec un ventilateur et du sable. Et pendant que la voiture avançait, tu avais le ventilateur qui crée la tempête de sable pour le tournage. Ça, c'est assez ouf. Parce que la plupart des réalisateurs, ils auraient juste utilisé un effet spécial. Mais Christopher Nolan, il ne veut pas d'effets spéciaux, monsieur. Lui, il utilise que du réel. Donc, bim, on voit cette voiture avancer à travers la ville, plein de poussière. Ils arrivent à rentrer à la maison. On voit que la poussière, elle est toujours énorme. Ce plan aussi, il a été tourné avec des ventilateurs, d'ailleurs. Ils rentrent dans la maison et Cooper, la première chose qu'il dit, c'est « J'espère que vous avez tous fermé vos fenêtres. » Parce que s'il y en a un qui n'a pas fermé sa fenêtre, c'est-à-dire que la tempête est rentrée dedans et c'est la merde. Et la meuf, elle a un petit instant de réalisation. Elle réfléchit comme ça. Elle fait... Et elle monte, parce qu'elle sait qu'elle, elle n'a pas fermé sa fenêtre. Elle monte dans sa chambre et elle voit qu'il y a partout de la poussière, partout dans sa chambre. C'est le bordel. Salut. Et donc, elle voit que c'est le bordel et qu'en gros, au sol, il y a comme des sortes de lignes de poussière sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, bim, les deux arrivent dans la chambre parce que comme Murph, elle est montée très vite, bah, Cooper, il est monté très vite aussi. Bonjour. Et donc, ils voient les lignes de poussière et ils ne comprennent pas ce que c'est. Et Murph, elle pense que c'est toujours le fantôme qui essaye de lui parler, mais Cooper, il n'y croit pas vraiment. Mais il décide quand même d'étudier. Ils regardent un peu, ils discutent ensemble. Et après, on a un plan, j'oublie peut-être une scène, madame, je suis désolé, peut-être que j'ai oublié, parce que c'est dur de se souvenir tout un film de mémoire. Mais en gros, on a une scène où ils rentrent et on voit Cooper qui est assis par terre et qui étudie les lignes de poussière qui sont par terre. Et donc, bim, il étudie et il dit Murph, c'est pas du morse, c'est du binaire. Et en fait, c'est des coordonnées. Ça veut dire qu'en gros, imaginez qu'il y a une chambre avec de la poussière, enfin du sable par terre, de la poussière et du sable. Et en fait, si on regarde en binaire les lignes, ça fait des coordonnées. Ce qui est ouf. Faire des coordonnées avec des trucs comme ça, c'est assez ouf. Donc bim, il regarde, il voit que c'est des coordonnées, donc il décide d'aller en bas et de regarder sur une carte où mènent ces coordonnées. Et ça mène à un endroit perdu, totalement perdu, on ne sait pas où, ça mène à un endroit perdu ces trucs. Et donc il regarde ses coordonnées, il cherche plusieurs cartes, il trouve l'endroit. Et donc il se dit, bah là j'ai trouvé des coordonnées par hasard à cause d'un truc, je ne sais pas quoi. On va aller à cet endroit. Et Murph a dit, papa, j'ai trop envie d'aller explorer avec toi globalement. Ça peut être ouf, j'ai trop envie de t'accompagner. Mais Cooper, il sait qu'il va pas, il sait pas vraiment ce qu'il va trouver là-bas. Donc emmener sa fille, c'est un peu dangereux quand même. Donc il lui dit, non, tu n'iras pas. Murph, elle a trop le seum, elle est dégoûtée de ne pas pouvoir partir. Mais bon, c'est la vie. Au revoir, madame. Et donc, bim, on voit Cooper qui revient dans la maison, sachant que Tom et le grand-père sont partis en ville pour je sais plus quoi. Et il dit à Murph, tu préviendras ton grand-père quand il revient que je suis parti, blablabla. Comme s'il parlait à Murph qui était dans la chambre. Ok ? Sauf qu'en gros, on n'entend pas la réponse de Murph. Donc on s'imagine qu'elle est juste dans sa chambre et qu'elle ne répond pas parce qu'elle boude de ne pas partir avec Cooper, mais en vrai, on ne sait pas. Et donc on a le plan d'après. Un plan en grand plan, un plan en gros plan, où on voit Cooper conduire et à côté on voit la place passager où il y a une sorte de couverture orange. Et on voit que la couverture orange, elle bouge un peu. Et une couverture qui bouge, c'est pas une bonne nouvelle quand même. Et donc, il soulève la couverture et là il y a Murph. Truc de ouf. Là il y a Murph sous la couverture. Alors que Cooper, il lui avait dit qu'elle pouvait pas venir, Murph. Donc elle n'a pas du tout écouté son père. Et donc là, on voit Cooper qui pète un câble, il ne sait pas quoi faire, il fait un petit drift avec sa voiture parce qu'il y a Murph à côté. Truc de ouf. Et on voit qu'il est un peu énervé, mais très rapidement, il se dit, bon, c'est pas si grave. En plus, je suis un peu content d'être accompagné par ma fille dans ce truc, donc je suis énervé, mais très rapidement, je fais un sourire. Donc bim, il continue d'avancer, donc ils partent maintenant à deux. Il lui dit d'ailleurs, tant qu'à faire, rends-toi utile, et du coup, c'est elle qui prend la carte. Ils avancent, on a des plans pendant 30 secondes, on les voit passer à travers des montagnes, on les voit passer à travers la nuit, le jour, on comprend que le chemin il est vraiment long. Et à un moment, ils arrivent la nuit devant une barrière. Sachant que Murph, comme le chemin il est ultra long, Murph elle est en train de dormir. Parce qu'un chemin de 10 heures, autant Cooper il doit rester éveillé, Murph elle n'a pas besoin. Donc bim, ils arrivent et Cooper il réveille Murph en lui disant je crois qu'on ne pourra pas plus avancer. Je crois qu'il y a une barrière devant nous, je crois qu'on ne pourra pas plus avancer. Murph elle lui répond mais papa, t'as pas pris les cisailles? Parce qu'il y a une barrière devant, mais bon, vu comment t'es débrouillard, tu pourrais juste la couper. Et là, Cooper, il trouve ça un peu drôle parce que c'est une réaction un peu drôle de demander si tu as des cisailles alors qu'il est censé y avoir une barrière. Donc bim, Cooper, il prend ses fameuses cisailles, il ouvre la barrière et au moment où il a deux doigts de fermer sa cisaille pour couper le portail, il y a une grosse lumière qui apparaît. Une grosse lumière et une voix qui apparaît. On ne voit pas d'où vient la lumière, on sait juste qu'il y a une lumière éblouissante. La seconde d'après, on voit Cooper être paralysé. Il est totalement paralysé, il tombe par terre
On voit la lumière, on ne sait toujours pas ce que c'est la lumière. Et elle avance, bim, 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 dans la voiture avec Murph qui est un peu endormi en même temps qu'il regarde ce que fait son père. Et bim, elle est mise au sol aussi. Et donc là, on a Cooper et Murph qui sont au sol par une menace, on ne sait pas ce que c'est. Et on voit juste après la voiture avancer sans voir qui est au volant, parce que sinon on verrait qui c'est qui les a électrocutés. Et la voiture, la caméra, elle passe et on voit un panneau avec écrit warning, comme pour nous dire que l'endroit dans lequel ils vont rentrer, il est un peu dangereux. Bim, on en avance, on a un autre plan où maintenant on voit Cooper assis à une table d'interrogatoire avec un robot devant qui est une sorte de robot rectangulaire, je ne saurais pas trop comment dire, très difficile à expliquer, mais qui est un gros robot méchant, en gros. Et Cooper, lui, nous dit, en gros, je ne sais plus quoi, qu'en gros, c'était un ancien robot de la marine, il lui parle comme si c'était un ancien robot de la marine, et on comprend que c'est ce robot qui les a électrocutés. C'est-à-dire que la grosse lumière dehors, c'était ce gros robot comme ça. On se demande du coup comment il a conduit la voiture. Mais on ne sait pas. En tout cas, il parle, blablabla. Cooper, il s'énerve parce qu'il a plus sa fille à côté, il ne sait pas où elle est, sa fille. Donc, il panique de ouf. Et là, il y a une femme qui arrive, une femme qu'on apprend à être le docteur Brand. Apparemment, Cooper connaît un autre docteur Brand, mais c'est pas elle. Bon, bref, c'est pas très grave. Ils parlent ensemble. Cooper, il dit, je veux revoir ma fille. Je sais pas où elle est, je veux revoir ma fille. Et Brand, elle lui dit, t'inquiète pas, tu vas la revoir, ta fille. Emmène la fille et le professeur en salle de réunion. Donc, on comprend qu'il va se passer un truc. Brand, elle emmène Cooper et le robot dans la salle de réunion. Ok ? Ils arrivent et Cooper, il lui dit, bon, j'ai compris que vous voulez pas qu'on sache ce qui se passe ici. Donc, si vous voulez, c'est pas grave. Juste, je repars, je fais comme si j'avais rien vu et bim, il n'y a plus de problème. Mais Brand, elle lui dit, si, je pense que vous savez ce qui se passe ici. Je pense que vous faites semblant de ne pas savoir, mais vous savez. Et en même temps, elle ouvre la porte et là, on voit une grande salle de réunion qui serait inspirée par 2001 de l'Odyssée de l'espace selon Christopher Nolan. Une grande salle de réunion avec le fameux Dr. Brand que connaît Cooper. Parce que Cooper, quand il a vu la femme, il a vu que c'était le Dr. Brand. Enfin, elle lui a dit qu'elle s'appelait le Dr. Brand, mais lui, il connaît un vieux Dr. Brand. Et ce vieux Dr. Brand, il est dans la salle de réunion. Ok. Donc, il y a tous les gens autour. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit enfin sa fille. Cooper, il est ultra rassuré parce qu'il voit enfin sa fille. Il ne savait pas où elle était. Donc, bim, ça, c'est bon. Et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Toute la salle, tous les gens, ils lui font un interrogatoire. Ils disent, mais comment vous êtes retrouvés dans ce lieu ultra secret? Il y a un mec qui dit, personne n'entre ici par hasard. Personne n'entre par hasard, vous êtes dans le lieu le mieux gardé du monde, c'est pas normal que vous soyez là. Et donc, ils cherchent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est pas normal, vous êtes d'accord, c'est pas normal. Donc, on comprend pas. Et donc, c'est pas normal. Et donc, bim, il lui demande pourquoi, et Murph répond que c'est grâce à la gravité. Et là, tous les mecs de la salle de réunion, ils se regardent entre eux, ils disent, attends, la gravité, ça nous dit quelque chose. Mais on sait pas pourquoi, mais ça leur dit quelque chose, la gravité. Et là, Cooper, il répond, bon, vous avez l'air d'être sacrément excité par la gravité, mais si j'ai pas des sécurités sur le fait qu'on va pouvoir sortir de cette salle, je vous dis rien, moi. Parce que lui, il veut juste être tranquille avec sa fille, il veut pas être dans des histoires de baiser. Et là, toute la salle, ils rigolent et ils disent, mais Cooper, vous ne reconnaissez pas? On est la NASA. Cooper l'a pas remarqué alors qu'il y a un gigantesque drapeau de la NASA à droite. Hein. Faut imaginer un gigantesque drapeau de la NASA et Bro ne l'a pas vu. Il s'est pas rendu compte qu'il y avait ça. Cooper, il n'est pas super intelligent quand même. Donc, ils lui disent, vous êtes la NASA, la même NASA pour laquelle vous avez piloté. Donc, c'est là qu'on apprend que Cooper, dans la scène du flashback, en fait, il était un astronaute. Et en gros, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais c'est la NASA. Blablabla, ils parlent. Et à un moment, le vieux Dr. Brand, il ouvre une grande porte. Et derrière cette grande porte, on voit des grands réacteurs. On voit des gigantesques réacteurs, mais on ne voit pas le haut de la fusée. C'est-à-dire que la fusée, elle est vraiment énorme. Parce que là, ça prend déjà tout l'écran et on voit que les réacteurs. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est un truc de ouf quand même. Donc on voit que le bas de la fusée. Ils avancent, ils ne comprennent pas pourquoi c'est. Et le vieux Dr. Brand et Cooper, ils continuent par marcher pour se balader dans les laboratoires. Là, le vieux Dr. Brand, il explique à Cooper, bon, il y a le blé qui est mort il y a 9 ans. Cette année, c'est le gomba ou le gombo, je ne sais plus. Et même le maïs, qui est la dernière plante qu'on peut faire grandir, il va plus y avoir de maïs un jour. Et donc l'humanité va mourir. Là, Cooper, il dit, bon, on est des humains, ça fait je ne sais pas combien de fois que l'humanité doit mourir, on a toujours trouvé une solution. Sauf que là, il n'y a pas de solution. Et le vieux Dr. Brand, il lui dit, la génération de votre fille, ce sera peut-être la dernière à vivre sur la planète Terre. Et Cooper, il dit, ok, c'est très cool ce que vous me dites, maintenant dites-moi votre plan secret pour sauver la planète. Il joue un peu sur ce truc de le plan pour sauver l'humanité dans les films. Ok? Il dit, bon, dites-moi votre plan. Et là, donc, on voit le vieux Dr. Brand et Cooper marcher, et il dit, mais on n'est pas censé sauver la planète, on est censé la quitter. On est censé quitter la planète Terre, on n'est pas censé la sauver. Comment ça? Et donc là, il lui explique que si vous voulez avoir plus d'infos sur la mission, il va falloir que vous acceptiez d'y participer.
Truc de ouf. Là, on demande à Cooper, qui est arrivé par hasard, lui c'est un mec tranquille, il a été astronaute avant, mais là c'est un agriculteur. Et là, on lui demande d'aller dans une mission pour sauver l'humanité. Ok. Il dit, bon, ok, je vous suis, je vous fais confiance, blablabla. Il y a quelques scènes où on comprend qu'il lui fait confiance. Et donc, on a la suite de l'explication. Et donc, on comprend qu'en fait, il y a 50 ans, il y a une anomalie, il y a 48 ans, en 2019, dans la timeline du film, il y a un trou noir qui est apparu à côté de la planète Terre. D'ailleurs, c'est un peu drôle parce que c'est en 2019 qu'on a eu la première photo d'un trou noir. Un peu coïncidence drôle, sachant que le film est sorti en 2010. Et donc, bim, on nous dit, il y a 48 ans, il y a un trou noir qui est apparu, à côté de Saturne, et on ne sait pas où il mène, ce trou noir. Mais nous, on sait qu'on a une planète qu'on doit quitter, parce qu'elle va mourir, donc un trou noir qui peut nous emmener vers une autre galaxie, c'est assez intéressant. Et donc il y a eu les missions Lazare. Les missions Lazare, c'est 12 humains ultra courageux, qui sont passés à travers ce trou noir pour essayer de trouver des planètes habitables pour l'humain. Ils ont testé plein de galaxies, la plupart, on n'a pas de réponse, donc on imagine qu'ils sont morts, mais il y a un système, enfin une galaxie avec 3 planètes, je crois, qui envoie encore des pings. Donc il y a une chance qu'il y a encore de la vie. Et donc la mission de Cooper et des 2 autres gens qui vont le suivre, ça va être d'aller dans cette galaxie et d'aller voir les planètes pour voir s'il y aurait une nouvelle planète Terre. Et donc là, en fait, il y a 2 plans. Parce que comme je me rappelle, c'est pas tout le temps clair, mais il y a 2 plans. Le plan A, il est très simple. On trouve une planète où les humains ils peuvent vivre. Bim, le vieux professeur Brown, il trouve une solution à une équation pour régler le problème de la gravité. Ça veut dire maîtriser la gravité. Et on envoie la grosse station spatiale dans laquelle ils sont, avec tous les humains, vers cette autre planète. Donc bim, la planète Terre marche plus, on les emmène vers une autre planète. Et le point B, parce que le plan A, il marche que si le vieux professeur il a réglé son équation de la gravité. Le plan B, c'est l'expédition de Cooper. Ils ont des sortes d'embryons d'enfants à l'intérieur du vaisseau. Et donc, on va faire une nouvelle colonie d'humains dedans. Sauf que le plan B, il est moins drôle, parce que ça veut dire que Cooper, il doit abandonner ses enfants. Cooper, il n'a pas envie d'abandonner ses enfants. C'est un peu triste. Ok ? Et donc, bim, le plan B, il ne nous plaît pas de ouf, mais le plan A, il pourrait être cool. Donc, Cooper, il accepte d'y participer, tout ça, blablabla, c'est OK pour lui. Et donc, maintenant, ils vont rentrer à la maison. Et avant de rentrer à la maison, avant qu'on ait la scène où ils rentrent à la maison qui est un peu importante, on a une discussion une nouvelle fois entre Cooper et le grand-père. Ces discussions, souvent, elles servent un peu de pause au film et de poser quelques informations. Et là, en gros, on a une discussion sur le fait que le grand-père, il dit « Bon, je sais que tu as toujours été attiré par l'espace, il faut que tu fasses attention que tu ne fasses pas une grosse erreur, parce que si tu fais une grosse erreur, tu ne vas plus jamais revoir tes enfants. La taille de l'erreur, c'est assez un truc de ouf quand même. Et donc, il lui dit, il faut que tu fasses tes erreurs, blablabla, et que tu fasses, comme la Murph, elle est énervée, comme elle sait que son père va devoir l'abandonner, elle lui dit, il faut que tu remettes les choses bien avec Murph. Il ne faut pas que tu quittes la maison en sachant que Murph est énervé contre toi. Et surtout, il faut que tu fasses ça en ne faisant pas de promesses que tu ne seras pas sûr de respecter, comme la promesse de revenir, par exemple. Mais bon, Cooper, il monte dans la chambre de Murph. D'ailleurs, on ne voit jamais la chambre de Tom, comme s'il n'avait pas de chambre, mais ok. Il rentre dans la chambre de Murph, blablabla. Et on voit que Murph, elle est sur son lit en train de pleurer parce qu'elle sait que son père qui vient, c'est pour lui dire adieu. C'est parce qu'il va partir. Et il dit, mais j'ai pas envie que tu partes, blablabla. Il est trop triste. Et Cooper, il dit, mais tu sais, je suis obligé de partir, c'est important, mais t'inquiète pas, je vais revenir. Sachant qu'il n'est pas sûr de revenir. C'est-à-dire qu'il a fait une promesse qu'il n'est pas sûr de respecter. Comme son grand-père lui a dit de ne pas faire. Bon, bref, il fait cette promesse et il donne aussi une montre à Murph en lui disant là, je vais aller dans l'espace et le temps, il va se passer différemment pour moi. Parce qu'en gros, dans l'espace, il y a ce qui s'appelle, je suis mauvais en physique, mais la dilatation de l'espace-temps, où selon l'endroit où on est, le temps peut passer plus lentement. Ok ? Et donc, il y a ce truc. Donc, si ça se trouve, quand je vais revenir sur Terre, nos horloges, elles ne seront pas à la même heure. Truc de ouf. Il lui dit même, si ça se trouve, quand je vais revenir, on aura le même âge. Truc de ouf encore plus. Ça veut dire que Cooper, il n'aura pas vieilli, donc il sera passé 20 ans pour Murph. Donc il lui dit, c'est impressionnant. Et donc la Murph, elle comprend un truc, c'est que son père ne sait même pas s'il va revenir. Comme il lui dit, si ça se trouve, quand tu vas revenir, on aura le même âge, il n'a aucune idée de quand il va revenir. Et ça rend fou Murph. Et donc, elle est trop triste, elle ne veut pas dire au revoir à son père, mais il faut quand même que Cooper parte, donc il part, blablabla. Et au moment de fermer la porte, il y a un livre qui tombe. Un livre qui tombe comme par rapport au fantôme qui faisait tomber les livres de la bibliothèque de Murph. Comme un appel, tu vois, pour lui dire, faut pas que tu partes, regarde, il y a un livre qui tombe. Et petite anecdote, ce livre, c'est pas n'importe lequel, c'est de Flatland, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est un livre trop bizarre sur des formes en 2D. Voilà, je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est des formes en 2D. Et à un moment, le personnage, il se rend compte qu'il y a une 3e dimension.
et du coup les forme en 3D. Donc un truc un peu drôle parce qu'en gros la bibliothèque, on la découvrira plus tard dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dimension. Vous allez voir, faut suivre, faut suivre. Et donc c'est un gros signe le fait qu'il y ait ce livre Flatland qui tombe, blablabla, petit détail dans le film, on aime bien. Et donc bim blablabla, il sort, il sort de la chambre parce que il peut plus rien faire, sa fille ne veut pas lui dire au revoir mais il doit partir quand même. Et donc on a la scène où il va au niveau de sa voiture. Et il n'a pas dit au revoir à son fils. La seule chose qu'il dit à son fils, c'est son fils, il lui dit bon, si tu pars, est-ce que je pourrais utiliser ta voiture? Ça veut dire qu'il y a eu une histoire de ouf où sa fille, elle a pleuré et tout, blablabla. Et avec son fils, la seule chose qui l'importe, c'est la voiture. Voilà. Donc il lui dit oui, t'inquiète, il n'y a pas de problème, tu utiliseras ma voiture. Et il part. Il commence à avancer avec la voiture. Et là, on a la scène, peut-être l'une des scènes les plus émouvantes du film. Quand vous le regardez, il y a un moment où vous pleurez devant la scène quand même. Tu as pleuré aussi devant la scène. Tu l'as vu? Bah voilà. Je pense que tu as pleuré devant la scène. Et en gros, du coup, on voit la scène où Cooper il part avec sa voiture. Ça veut dire qu'il va abandonner ses enfants sans même savoir s'il va revenir. Assez impressionnant quand même. Et en même temps, on a le compte à rebours de la fusée de Cooper qui démarre. C'est-à-dire qu'on a le 10, 9, 8, 7, 6 qui avance en même temps que la voiture de Cooper part. Et donc on voit Tom qui est plutôt OK avec son père part. En tout cas, il ne montre pas. Et Murph qui pleure totalement. Et Cooper qui pleure aussi parce qu'il va peut-être abandonner ses enfants pour plus jamais les revoir. Assez compliqué. Donc bim, scène de ouf, très avec une musique de ouf où il y a Cooper qui part avec en même temps le démarrage de la fusée. Et après, donc on voit cette fusée décoller, un plan très bruyant. Et dès qu'ils sont dans l'espace, il n'y a plus de bruit. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et donc s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Et donc on a des plans, après des plans très bruyants, où il y a zéro son. Assez particulier quand on regarde le film quand même. Vous vous rendez compte des plans sans son, c'est un peu dérangeant. Et donc bim, plan sans son, où on est dans l'espace, il y a les 4 membres de l'expédition, donc il y a Cooper, Brand, pas le vieux, mais la femme avec qui il avait parlé, Romilly et un 4e mec dont je ne me rappelle plus le nom parce qu'il n'est pas important dans le film. Voilà, force à lui, on ne se rappelle pas du nom, mais c'est le gars dont on ne se rappelle pas le nom. On va l'appeler comme ça. Il est mort, wesh. Ouais, il est mort. Mais là, t'as spoil. Mais c'est pas grave. Ok, donc on ne se rappelle plus de son nom, ils sont les 4 et ils sont dans le vaisseau. Et la première chose qu'ils doivent faire, c'est rejoindre l'Endurance. Ils sont dans une navette et l'Endurance, c'est comme une sorte de vaisseau spatial. Et ils doivent le rejoindre parce que c'est là-bas qu'ils ont tout leur équipement pour faire cette expédition qui pourrait sauver l'humanité. Donc bim, ils s'amarrent à l'Endurance dans une scène assez impressionnante parce qu'en gros, le vaisseau, pour s'accrocher à l'Endurance, il doit se mettre à un endroit bien précis. Et donc c'est ultra risqué de est-ce qu'il va bien réussir à se mettre là. Et en plus, ça revient plusieurs fois dans le film. Mais donc, scène ultra stressante, ils arrivent finalement à se mettre à l'Endurance, sur l'Endurance, et donc l'Endurance va partir. Ce qu'il va faire l'Endurance, c'est assez simple. Il va aller sur Mars, et après sur Mars, il va profiter d'un effet catapulte pour aller à côté de Saturne, où il y a le trou noir. Donc, on est dans le vaisseau, et il y a des blagues, quelques blagues un peu drôles, mais pas si importantes. Par exemple, il y a Romilly qui a mal au ventre à cause du décollage et qui parle de Dramamine, je crois, qui est un médicament, mais on s'en fiche un peu en vrai. Et donc, il parle, blablabla. Sauf que comme le voyage vers Saturne il va durer 2 ans, ils vont aller dans des sortes de trucs de cryo-sommeil. Mais ça n'existe pas vraiment dans la réalité, madame, le cryo-sommeil. En tout cas, je crois. En fait, c'est des sortes comme un sorte de cercueil. Oui, ça existe? Bah, ça existe au State apparemment. En tout cas, je ne connaissais pas. Et donc, en fait, ils vont dormir dans des endroits où pendant 2 à 10 ans, selon la batterie du truc, ils peuvent rester vivants, mais sans avoir besoin de manger, comme s'ils mettaient pause à la vie, en gros. Donc, tous les mecs qui vont dans ce truc de cryo-sommeil, le gars dont on ne se rappelle pas le nom et Romilly, ils vont dans ce truc de sommeil. Et Brand et Brand et Cooper, ils parlent. Brand a fait un discours en mode je pense pas que, vous savez, là, quand on va se balader à travers la galaxie, on va rencontrer de grands dangers qui vont nous faire très peur, mais je crois pas qu'il y ait de trucs mal. Parce que je crois pas que la nature soit capable du mal. C'est un discours philosophique. Bref, Cooper, il lui demande des infos sur les 3 planètes qu'ils vont voir. Et Brand, quand elle parle du docteur Edmunds, elle est un peu bizarre. Wolf Edmunds, elle est un peu bizarre, on sent qu'il y a un truc entre elle et Edmunds. Mais on ne sait pas encore exactement quoi. Bref, Brand, elle va se coucher dans son truc de cryo-sommeil, blablabla, qui existe aux States. Et, comment ça s'appelle Cooper, en fait, dans le vaisseau, il y a aussi il y a 2 des robots dont il avait parlé dans la salle d'interrogatoire. Et il demande au robot, est-ce que tu sais si
est-ce que tu sais si Brand elle a une relation avec le Dr Edmunds? Parce que vu comment ils ont parlé, il y a peut-être un truc, mais on ne sait pas quoi exactement. Et le robot il répond, moi j'ai un paramètre discrétion, je ne peux pas te dire ce qui se passe, mais on comprend qu'il y a peut-être une relation entre Edmunds et Brand. Bref, Cooper il doit aller se coucher dans son truc de cryo-sommeil pendant 2 ans, mais d'abord il enregistre un message pour ses enfants où il dit globalement bah, ok je pars blablabla, je vais faire un somme pendant 2 ans et je vous dis au revoir et blablabla, il fait quelques blagues sur la Terre où on s'en fiche un peu. Bref, on a ce plan, ils sont tous dans leur truc de cryo-sommeil et on a un fondu au noir, c'est-à-dire que le film fond au noir et puis après le film reprend. Ce qui est un peu bizarre parce que Nolan il fait presque jamais de fondu au noir. Donc là, bref, il fait ce fondu au noir et on se retrouve à côté de Saturne. Et donc on comprend qu'il y a les 2 ans qui se sont écoulés. Et en quelques secondes, il y a 2 ans qui se sont passés. Assez ouf les films quand même. Donc bref, on a le fondu au noir avec une sorte d'ellipse comme dans One Piece. Et quand ils arrivent là, ils sont à côté de Saturne. Et il se passe plusieurs choses. À côté de Saturne, il y a le trou noir. Le trou noir par lequel ils vont... Vous y allez, madame? Oui. Ah, c'est triste. Hein. Mais bon, c'est la vie. Ok. Et donc, vous y allez aussi? Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. C'est Interstellar, c'est ça. Et donc, vas-y. Et donc, ils sont à côté de Saturne où il y a le trou noir. C'est Interstellar dont on parle, madame, aujourd'hui. Vous avez vu Interstellar? Ça? Ok. Donc, ils avancent à côté de Saturne où il y a ce fameux trou noir. Et Romilly se sent un peu mal, parce qu'en gros, on voit Cooper qui se balade à peu près dans le vaisseau. Il va à un endroit où il y a un message de ses enfants, parce que comme il s'est passé 2 ans sur Saturne, Cooper il reçoit un message de ses enfants, où il y a ses enfants qui lui disent moi, Tom il lui dit l'année se passe plutôt bien, je suis arrivé 2e en agrocolie, en agriculture, je sais pas quoi. Donc bref, la vie avance sans Cooper, c'est un peu triste, mais ce sera beaucoup moins triste qu'un moment plus tard dans le film. Mais c'est quand même un peu triste. Et après avoir fini d'écouter le message où Murph n'a pas participé, parce que Murph a fait toujours la gueule à son père après 2 ans, sacrément têtu la Murph quand même. Et donc voilà, on a ce passage avec, voilà, il écoute le message de Tom. Et après, en continuant de se balader dans le vaisseau en ayant des écouteurs, il croise Romilly. Et Romilly, il est dans une salle. Romilly, il est dans une salle assis et on sent qu'il est plutôt mal. Il se sent pas bien le Romilly, madame. Franchement, il n'est pas à l'aise. Et en fait, Cooper vient s'asseoir à côté de lui et lui dit si je me sens pas bien, c'est que, regarde, là, il y a des murs et derrière ces 2 cm d'aluminium, il y a des millions de kilomètres d'espace qui peuvent nous tuer en quelques secondes. Interstellar, madame. Interstellar. Et donc, si ça se trouve, là, juste derrière ce mur, l'espace à l'infini, il peut me tuer. Donc, ça le fait se sentir un peu mal. Et là, Cooper, il lui répond un truc de ouf. Il lui dit « Est-ce que tu sais que parmi les plus grands explorateurs de la mer, la plupart ne savaient pas nager ?» Par exemple, le pirate qui a inspiré Goldie Roger dans One Piece, il ne savait pas nager. Je crois que c'est James W. Cook, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il ne savait pas nager. C'est-à-dire que même s'ils étaient sur un bateau et qu'ils devaient parcourir le monde entier, s'ils tombaient à l'eau, ils étaient morts. Donc, truc de ouf. Et ça fait référence à ce Romilly qui est juste derrière ce mur et peut mourir avec l'espace. Donc ça le fait sentir un peu mieux. Et Cooper, il a un autre truc, on sait qu'il avait des écouteurs. Et en fait, dans ses écouteurs, il écoute des compilations de la planète Terre. Je ne sais pas trop comment expliquer différemment. En fait, c'est des bruits de vent, des bruits d'oiseaux, d'insectes, blablabla, comme s'il était sur la planète Terre. Et il met les écouteurs à Romilly pour qu'il se sente un peu comme s'il n'était pas parti. Qu'il se sente moins déboussolé en fait. Donc il lui met, Romilly se sent un peu mieux. Et voilà, c'est la fin de la scène. Maintenant, on voit Cooper. Cooper qui est un peu endormi au volant du vaisseau. Enfin, c'est pas vraiment, mais genre à un côté du vaisseau, il est un peu endormi. Et Romilly le réveille en lui disant est-ce que tu peux arrêter de tourner? Parce qu'en gros, le vaisseau, il avance en rotation. C'est comme ça qu'il avance. Est-ce que tu peux arrêter de tourner? Cooper, il lui répond pourquoi tu veux que j'arrête de tourner? On a besoin de tourner pour avancer. Il lui répond pour voir le trou noir. Parce qu'on se rappelle qu'ils sont à côté de Saturne. Et à côté de Saturne, il y a le fameux trou noir dans lequel ils doivent passer. On rappelle. Et donc, il y a ce trou noir et Romilly et Cooper, ils veulent le voir. Et donc Cooper, il voit le trou noir et le trou noir, c'est une sphère. Et là, il se dit, mais attends, c'est trop bizarre. Moi, les trous noirs, on m'a toujours dit que c'était des trous. Comment ça, c'est une sphère? Et donc là, Romilly fait un truc de ouf. Il explique la relativité, une théorie de physique un peu compliquée que je connais absolument pas, mais qui est globalement connue par tous les astronautes. Mais Cooper ne la connaît pas. Alors que c'est censé être le meilleur pilote de l'univers. Ok. Il lui explique la relativité. Il lui dit, en fait, quand on représente en 2D un trou noir, on est obligé de faire une sorte de trou pour expliquer comment ça marche.
mais en vrai, dans la réalité, je sais pas, c'est un cercle et donc c'est une sphère en 3D. Je sais pas faire l'explication physique. J'ai fait maths et HGSP, donc malheureusement, je n'ai pas l'explication derrière. Mais en gros, même si on a toujours représenté les trous noirs par des trous, en vrai, c'est une sphère. Et c'est pour ça que là, dans l'espace, on voit que c'est une sphère. Donc bam, il continue à s'avancer. La sphère apparaît assez petite, mais plus il s'avance du trou noir, plus ça devient énorme. À tel point qu'à un moment, ça utilise tout l'écran. Tout l'écran, madame, quand même. Vous vous rendez compte? Tout l'écran, ça veut dire vraiment que le trou noir, il est énorme. Et il continue de s'avancer. Et ils vont commencer à rentrer dans le trou noir parce que c'est en passant à travers ce trou noir qu'ils tomberont dans la galaxie où il y a peut-être les nouvelles planètes Terre. Okay, et donc, bim, ils s'avancent vers le trou noir. Et pour rentrer dans le trou noir, c'est assez bizarre, on doit tourner autour, je crois. Là, encore une fois, je n'ai pas les explications physiques, mais c'est assez simple. En gros, ils doivent tourner autour et ça les fait rentrer à l'intérieur et ça les fait voyager vers l'autre galaxie. C'est un plan assez bizarre, très très beau d'ailleurs aussi, parce que le trou noir, c'est assez beau. C'est impossible à dire à l'oral, mais c'est assez beau. Il passe à travers le trou noir, le vaisseau, il est très très mal, il y a du bruit de partout, il est très très mal le vaisseau parce qu'il n'est pas fait pour passer à travers des trous noirs quand même, le vaisseau. Et donc bim, ils avancent. Et à un moment, pendant qu'ils sont en train de passer dans le trou noir, où plus aucune commande ne répond, parce qu'ils sont dans une sorte d'espace tridimensionnel, enfin je ne sais pas exactement, mais en gros le vaisseau il ne marche plus. Et Brand, qui est assis sur son siège, elle voit la réalité qui se distord un peu. Ça veut dire qu'elle voit devant elle, et la réalité elle est un peu pliée, c'est trop bizarre. Et elle met sa main, et en fait elle pense qu'elle donne la main à une sorte d'alien, et que c'est la première poignée de main entre l'humain et les aliens. Événement assez important quand même les poignées de main, c'est très symbolique une poignée de main. Et donc elle pense qu'elle a fait la première poignée de main avec les aliens. Donc bim, ça continue, le vaisseau il est très très mal, il bouge beaucoup, bim, et puis il sort du trou noir. Et là encore une fois, ça devient très calme. Parce qu'on est sorti du trou noir, on est dans l'espace, donc il n'y a pas de son parce qu'il n'y a pas d'air, blablabla. Et on arrive dans l'espace et il n'y a plus aucun son. On a même des scènes où on voit le vaisseau de dehors avec de la fumée, mais normalement ça fait du bruit, mais là il n'y a pas de son. Pour passer de scènes où il y avait plein de sons à des scènes où il n'y a pas de son pour faire un contraste. Bim. Donc on sort de ce trou noir, scène très très calme, des plans très très beaux du vaisseau, blablabla. Impossible à dire à l'oral, mais c'est très très beau. Et attendez madame, si vous voulez passer. Au revoir madame. Merci. Donc bim, ils sortent de ce vaisseau et là ils ont une réunion parce qu'ils sont dans la galaxie avec 3 planètes vivables. Et si je me rappelle bien, la planète la plus proche c'est la planète du docteur Miller. Sauf qu'il y a un problème. La planète du docteur Miller, elle est juste à côté d'un gigantesque trou noir qui s'appelle Gargantua. Et ce trou noir, le problème d'un trou noir, c'est que plus on s'en approche, plus sa gravité elle est tellement forte qu'elle ralentit le temps. Ça veut dire que là on a le trou noir et là on a la planète de Miller. Et si le vaisseau, de manière logique, fait des rotations autour de la planète, il va gagner du carburant. Par contre, il va perdre beaucoup de temps parce que le temps va se ralentir. Sauf que Cooper, il veut sauver ses enfants. Donc là, lui dire que le temps il va se ralentir de fou, ça fait que peut-être, en partant de cette planète, ses enfants ils seront morts tellement il s'est passé de temps. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais? Ok. Et donc il dit, j'ai une autre idée. Plutôt que de faire des rotations autour de la Terre, ce qui nous ferait économiser du carburant mais qui nous ferait perdre beaucoup de temps, sachant que le temps est une ressource comme les autres, on devrait plutôt, là il y a le trou noir, là il y a la planète, faire comme ça. Ça veut dire rester toujours à l'extérieur de ce trou noir pour ne pas avoir sa gravité et sa ralentissement de temps, et aller vers la planète comme ça. Par contre, la planète, elle est dans le truc du trou noir, donc 1 heure passée sur la planète, c'est 7 ans sur Terre. 1 heure, c'est 7 ans. Un jour, c'est 196 heures, je crois. C'est énorme. Donc ça veut dire que s'il passe beaucoup de temps sur la planète, il va se passer beaucoup de temps sur Terre et les enfants de Cooper, ils seront peut-être morts. Et l'humanité sera peut-être morte aussi. Donc il faut aller assez vite. Tu dois partir? Très très triste. Au revoir. Donc ils sont autour de la planète et du coup ils vont y aller. Ils vont y aller avec Brand, Cooper et le gars dont on ne se rappelle pas le nom. Et d'ailleurs, on va bientôt comprendre pourquoi on ne se rappelle pas de son nom. C'est Doyle. C'est Doyle le gars dont on ne se rappelle pas le nom. Donc c'est Doyle. Donc Brand, Cooper et Doyle. Et Romilly reste dans le vaisseau parce que comme ça, pendant que les autres ils vont aller sur la planète et passer un temps énorme, c'est-à-dire qu'en gros, eux, ils vont passer, je sais pas, 1 ou 2 heures, il va se passer 20 ans pour le gars dans le vaisseau, il va pouvoir étudier la gravité du trou noir. Voilà. Et en étudiant la gravité du trou noir, il va trouver plein d'infos qui pourraient peut-être aider le vieux Dr. Brand sur la planète Terre. On s'en rappelle du vieux Dr. Brand dans la planète Terre. Donc bim. Donc les 3 ils partent. J'ai peur d'oublier des trucs. Je pense pas que j'ai oublié des trucs. Mais peut-être. Ok. Ils vont sur la planète du Dr. Miller. D'abord, ils commencent à rentrer dans l'atmosphère. On a un plan où toute l'atmosphère est très rouge, comme pour nous faire comprendre que la planète elle est dangereuse, vu que c'est rouge et que rouge est égal danger.
Mais bon, il continue. Cooper, il y a un passage où genre il rentre très 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 vite dans l'atmosphère, qui fait un peu référence au moment où il s'était crashé avant, où il lui dit, le robot qui est dans le vaisseau, il lui dit ralentis, ralentis, sinon on va se crasher. Sauf que Cooper, il se rappelle du moment où, à cause du fait qu'il est ralenti, il s'est crashé, il dit non, on continue d'aller vite. Donc il continue d'aller vite, conduite un peu risquée, mais bam, on arrive, on sort de l'atmosphère, et là on voit une planète qui est entièrement recouverte d'eau. La planète, c'est qu'un gigantesque océan. La planète, c'est un gigantesque océan, et il y a même du brouillard au-dessus de l'image, comme si l'océan était infini. Et d'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a Doyle qui dit oh, il n'y a que de l'eau. D'ailleurs, au cas où, tenez, c'est pareil, c'est madame. Au revoir. Au revoir. Au cas où il n'aurait pas vu, au cas où le mec qui regarde le film n'aurait pas vu qu'il y a de l'eau partout, bah Doyle le répond il n'y a que de l'eau. Voilà. Pour les deux golements du chat. Donc bim, ils disent qu'on voit qu'il n'y a que de l'eau, la planète il n'y a que de l'eau. L'eau c'est bien parce que c'est un composé organique, ça veut dire qu'on pourra vivre avec de l'eau. Mais s'il n'y a que de l'eau, ça va être quand même un peu relou. Mais c'est pas grave. On se pose, ils essayent de trouver la balise du docteur Miller qui était sur cette planète. Ils essayent de la localiser et ils se posent. Le vaisseau se pose. Cooper, il reste dans le vaisseau. Par contre, Doyle et Brand, ils partent explorer. Ils sortent du vaisseau, blablabla. On voit des grandes montagnes en fond. Des grandes montagnes qu'on va voir sur chaque plan, comme s'il y avait un problème avec ces montagnes, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive, madame. Et donc, on voit des grandes montagnes et ils commencent à chercher les infos du docteur Miller. Ils commencent à chercher les infos du docteur Miller. Ça veut dire qu'ils se baladent un peu partout, ils essayent de trouver la boîte noire, ils essayent de trouver tout ça, mais ils ne la trouvent pas. Et Brand, à un moment, il dit à Cooper, je pense que la balise et les infos et la carte noire, la boîte noire est devant, et donc je dois aller vers les montagnes. Et là, Cooper, il répond un truc de ouf. Il dit, je ne suis pas sûr que ce soit des montagnes. Je pense que c'est des vagues. Et il se dit, celle-ci, cette vague, elle s'éloigne. C'est-à-dire que s'il y a très très loin une vague qui s'éloigne, ça veut dire que de l'autre côté, il y a une vague très très proche qui s'avance. Et donc, Cooper, il est d'un côté du vaisseau, il va de l'autre côté du vaisseau, et de l'autre côté, il voit une gigantesque vague. Une vague qui doit faire, je ne sais pas, 100, 200 mètres, qui est tellement grande qu'elle passe au-dessus des nuages. Une vague qui passe au-dessus des nuages. C'est plus un tsunami là, c'est juste énorme quoi, globalement. Il voit cette énorme vague et il se dit bah si elle arrive, on est complètement mort. Si elle nous écrase, on est complètement mort. Donc il dit à Brand et à Doyle de se dépêcher de revenir. Sauf que Brand, elle a toujours pas trouvé la boîte noire du docteur Miller. Donc elle continue de chercher, mais elle continue de chercher, mais la vague se rapproche. Donc bim, on a ce truc de la vague qui se rapproche et de comment ça s'appelle, de Brand et Doyle qui veulent trouver les infos. Ok. Donc, blablabla, ils trouvent toutes ces infos. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Si, il y a la vague qui s'approche, ils commencent à tous paniquer. Et pendant qu'ils commencent à tous paniquer, du coup, Brand, elle trouve les infos de la boîte noire. Sauf qu'en trouvant la boîte noire, elle est bloquée sous un truc. Ça veut dire qu'il y a la vague qui arrive, qui va peut-être les tuer, sauf qu'ils sont bloqués au niveau du... Elle est bloquée derrière en dessous de la boîte noire, ce qui va aussi peut-être la tuer. Parce que si elle est bloquée, elle est morte. Donc bim, ça avance. Doyle, il dit à un des robots d'aller chercher Brand pour la sauver. Il dit à un robot d'aller chercher... Waouh, d'aller chercher Brand pour la sauver. Je ne sais pas où on est. Mais c'est pas grave. Ok. Et blablabla d'aller à Brand pour la sauver. Et où j'en suis? Oui, le robot, il réussit à trouver Brand. Il réussit à trouver Brand et il réussit à la récupérer. Il la récupère, il la ramène vers le vaisseau comme ça, blablabla, tac, tac, tac. Il la ramène vers le vaisseau et la vague s'approche de plus en plus. Et pendant qu'elle s'approche, le robot et Brand et Doyle, il attend, on ne sait pas pourquoi, ils se rapprochent du vaisseau eux aussi. Et au dernier moment, il y a Brand qui réussit à rentrer dans le vaisseau, le robot qui réussit à rentrer dans le vaisseau, mais Doyle ne réussit pas. Ils sont obligés de fermer le sas, sinon on ne va pas pouvoir partir et ils vont être complètement, submergés par la vague de 240 mètres qui est juste à côté d'eux. Donc la porte se ferme et malheureusement Doyle, et c'est pour ça qu'on ne se rappelle pas de son nom parce qu'il meurt à ce moment, il est pris par la vague. Sauf qu'ils sont quand même partis trop tard. C'est-à-dire que même en réussissant à fermer le sas, ce qui a tué Doyle, ils sont tellement proches de la vague que la vague, elle, comment ça s'appelle, elle noie les moteurs. Voilà, la vague, elle noie les moteurs. Donc ils ne peuvent pas repartir parce que les moteurs qui sont noyés, ce n'est pas des moteurs qui peuvent brûler et donc repartir.
Donc bim, on a ces vaisseaux qui, enfin ce vaisseau qui ne peut pas repartir parce que, bonjour, on parle d'Interstellar. On parle d'Interstellar, c'est ça. Et donc blablabla, ils ne peuvent pas repartir. Et donc ils vont devoir attendre 1 heure sur la planète. Sauf que je rappelle que 1 heure sur la planète, monsieur, c'est 7 ans sur Terre. Ce qui est énorme. Donc ça veut dire que là, il va s'est passé 7 ans de plus où Cooper, il ne va pas voir ses enfants. Donc ultra triste. En plus, Doyle vient de mourir, donc grosse panique. Brand se rend compte qu'ils n'étaient pas du tout préparés à la mission, blablabla. Qu'ils n'étaient pas du tout préparés à la mission. Les deux pleurent. Ils font des petites explications. C'est ta faute, non, c'est ta faute. Mais tu savais à propos de la relativité, blablabla, pas très intéressant. Et en quelques secondes, on a 40 minutes qui se passent. C'est ça la magie du cinéma et pas besoin forcément que ce soit toujours logique. Quelques secondes, on a 40 minutes qui se passent. Et on a le robot qui annonce à Cooper que la prochaine vague va venir. Parce que, il y a une vague qui passe, après il y a une autre vague qui se passe, il y a une autre vague qui passe à l'infini. Et là, la prochaine vague, elle arrive. Sauf que si la vague, elle arrive, là, ça va peut-être submerger le vaisseau et ils vont peut-être mourir. Donc il faut se dépêcher. Sauf que les vaisseaux n'ont pas fini de sécher. Les vaisseaux, ils ont fini de sécher dans 2 minutes. Mais la vague, elle est juste à côté. Donc ils doivent partir quand même. Donc Cooper, il dit, on va brûler les moteurs. Bim, il réussit à brûler les moteurs. Il réussit à, là, imaginez, il y a la vague. Il prend le vaisseau, il fait comme ça. Il frôle la vague, blablabla, il réussit à partir et bim, il va vers le ciel pour entrer vers l'Endurance. Et après, on a un plan, on voit le corps de Doyle mort dans l'océan parce qu'ils n'ont pas perdu que du temps sur ces planètes. Très très triste. Bref, donc ils repartent pour rejoindre l'Endurance et on a un plan où on arrive maintenant dans le vaisseau avec le sas qui va s'ouvrir et quand le sas s'ouvre, on voit un Romilly qui a une barbe blanche. Une barbe un peu blanche, comme si c'était passé beaucoup de temps. Et là, Cooper ou Brand, je ne sais plus, pose une question. Il demande combien il s'est passé de temps. Et là, il y a le robot qui annonce il s'est passé 23 ans, 4 mois et 5 jours. Je ne sais plus exactement le truc, mais en gros, il s'est passé très très longtemps. Et donc là, Cooper, il réalise un truc. Cooper et Brand d'ailleurs, ils réalisent un truc. C'est qu'il vient de se passer 23 ans. Et donc, 23 ans sur Terre. Et donc, en quelques minutes, Cooper, par exemple, il a raté une grande partie de la vie de ses enfants. Très, très triste. Brand a demandé à Romilly est-ce que mon père est toujours vivant? Parce que son père était déjà vieux quand il est parti, donc on veut savoir s'il est toujours vivant. Par chance, il l'est toujours. Mais Cooper, il va vers la salle de messages. Et en même temps, Romilly dit à Brand on reçoit des messages de la planète Terre, par contre, on ne peut pas en envoyer. Et donc là, on voit ce qui est la scène la plus triste du film. Franchement, je pense que je la pleure à chaque fois que je la regarde. Pourtant, j'ai regardé 7 fois le film pour faire ça. 7 fois le film quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il arrive dans cette scène avec les messages. Et le programme pour jouer les messages lui dit vous avez 23 ans de messages en attente. 23 ans. C'est-à-dire que là, Cooper, il réalise qu'il y a 23 ans de la vie de ses enfants qui se sont évaporés. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. 23 ans quand même. Bref, il dit play Dave from the beginning. Il commence à jouer tous les messages. Et là, en gros, Cooper assiste à la vie de ses enfants sans lui. Il assiste à la vie de ses enfants sans lui. Trop, trop triste. Là, il n'y a pas de problème. Donc, trop, trop triste. Donc, on voit au départ des messages de Tom. Tom, il dit qu'il a trouvé une copine. Tom, il dit qu'il commence l'agriculture de pointe. Tom, il dit blablabla qu'il est ado, blablabla, trop cool. Autre message, Tom a maintenant grandi. Tom a eu un enfant. Ok, donc Cooper apprend qu'il est grand-parent. Tom, il a une femme, la même femme avec qui il était copain dans le message où il était ado. Il apprend que la vie va plutôt bien, mais que Tom aimerait beaucoup que Cooper revienne. Et on a un dernier message où il nous dit, Tom, il nous dit, il y a eu on a vu Murph là ces derniers jours parce qu'elle était là à l'enterrement de grand-père. On la voit peu en ce moment, mais là on l'a vu parce qu'elle était là. Et grand-père, on l'a enterré à côté de maman, donc la femme de Murph, et de Jesse. Parce qu'en gros, le fils de Tom, il est mort. Très très jeune, très très triste. Et donc en quelques secondes, Cooper a appris la naissance de son petit-fils et la mort de son petit-fils. Horrible. Tom, il finit par son message par lui dire, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa femme, mais il dit en gros, ma femme, en l'appelant par son nom, me dit d'arrêter d'enregistrer tes messages pour toi parce que j'ai pas de réponse et ils se perdent dans l'espace et donc je dois te laisser partir et accepter que tu es mort. Cooper, il écoute ces messages en étant vivant, il se dit c'est trop triste, mon enfant pense que je suis mort, mais j'ai aucun moyen de lui répondre. Donc en même temps, il est obligé d'accepter la situation. Et donc il dit, Tom, il lui dit, bon bah j'imagine que je dois te laisser partir et je te laisse partir. Et il s'approche de la caméra, comme s'il allait faire un câlin ou un bisou ou on ne sait pas, pour l'éteindre.
Et là, la musique ultra triste qu'il y avait pendant toute la scène, elle s'éteint brutalement. Et donc là, on comprend. Parce que la scène fait une vraie coupure stricte. Et donc, on comprend ce sentiment de profonde solitude de Cooper. On comprend qu'il vient de voir la vie de Tom passer devant ses yeux et qu'il ne peut rien y faire et il se sent profondément seul. Super triste. Et juste après, on a l'écran éteint qui se rallume. Et cette fois, c'est Murph. Murph qui fait un message. Sachant que Murph n'avait jamais parlé, n'avait jamais osé envoyer de message à son père parce qu'elle était toujours rancunière du moment où il était parti. Et là, Murph a fait un message où elle doit avoir, je crois, 34 ans ou 33 ans, je ne sais plus exactement. Vous avez vu Interstellar, madame? Interstellar? Non? Bah, c'est vrai que c'est une très bonne musique, Interstellar. Très très bonne musique. Oui. Et d'ailleurs, on parle d'une scène avec la musique. La musique que vous connaissez probablement, j'imagine. Et donc, on a le message de Murph, où Murph, elle lui dit bon, j'ai jamais enregistré de message pour toi parce que je devais accepter que je t'ai laissé partir sans te dire au revoir et je l'ai accepté, c'est ok. Par contre, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. C'est le jour d'anniversaire de Murph. Et quand tu es parti, elle dit ça à son père, tu m'as dit que si ça se trouve, quand tu reviendrais, on aura le même âge par rapport aux montres. Et elle lui dit, bah, du coup, ce serait bien que tu reviennes parce qu'aujourd'hui, j'avais l'âge que tu avais quand tu es parti. Et donc, en gros, elle lui dit, c'est le moment de revenir, quoi, globalement. J'en peux plus que tu sois parti, tu me manques énormément, ça se trouve, tu es mort, c'est trop triste. Et par pitié, reviens parce que c'est ce jour où tu m'as dit que tu reviendrais. Et il ne peut rien répondre, globalement, Cooper, c'est toujours dans le même truc, il ne peut pas répondre, c'est des messages préenregistrés, c'est pas un live, donc il ne peut rien répondre. Et la caméra s'éteint. Et on a une transition où en fait on passe dans la salle de Murph qui finit d'enregistrer le message. En gros, on passe du vaisseau qui est dans l'espace à la salle où Murph a enregistré son message. C'est chaud à l'intérieur de ce costume, très très chaud. Donc il arrive dans cette salle où genre Cooper n'arrive pas dans la salle, mais nous, la caméra, on arrive dans la salle, Murph éteint son message, elle pleure et elle voit le vieux Dr Brown derrière. Et là, elle est très gênée parce qu'en gros, bah, elle n'a jamais enregistré de message, donc c'est la première fois qu'elle voit le vieux Dr Brown derrière, mais elle vient de pleurer devant lui. C'est assez gênant comme situation. Mais c'est ok. Elle l'accompagne, ils discutent et on comprend que la Murph adulte, elle a nié un vrai lien avec le vieux Dr Brown. Ils ont noué un vrai lien. Un peu comme une relation père-fille. On pourrait la rapprocher à ça. Peut-être parce que Cooper est parti. Peut-être parce que son père est parti, elle l'a remplacé. Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant d'analyser ça. Mais bref, ils parlent, ils ont une petite discussion où le vieux professeur Brown, il dit je ne sais pas ce que c'est quoi le pire. Est-ce que le pire, c'est que Cooper et tout ne reviennent pas ou qu'ils reviennent pour se rendre compte qu'on a échoué à trouver la solution de la gravité? Que du coup, ils sont partis pour rien. Donc très très triste. Ils ont une discussion et si je me rappelle bien, on a une scène après où on voit quelqu'un qui appelle Murph parce que le Dr Brown est en train de mourir. Il est sur son lit d'hôpital. Donc Murph va vers le lit d'hôpital du Dr Brown qui est en train de mourir. Et Dr Brown, il dit un truc, il dit « Je suis désolé Murph, je t'ai toujours menti ». Enfin, il dit ça alors qu'il est en train de mourir, donc on entend par intermittence, il ne le dit pas de manière aussi claire. D'ailleurs, il y avait des problèmes de son, mais bref. Il dit je suis désolé Brown, je t'ai toujours menti. En vrai, il n'y avait pas besoin qu'il revienne. Je sais très bien qu'on ne trouvera jamais la solution au truc de la gravité. Et en vrai, le plan A était un mensonge. Le plan A de revenir sur la Terre et d'emmener toute l'humanité qui permet à Cooper de sauver ses enfants. Et en vrai, ça a toujours été le plan B. Donc, il dit ça à Murph. Il dit en gros, ton père n'a jamais été censé revenir. Super triste. Et donc là, Murph elle demande au vieux professeur Brown, donc est-ce que ça veut dire que mon père m'a abandonné? Elle trouve ça ultra triste, très 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 triste comme scène. Et du coup, elle enregistre un message où elle demande à son père, ça va les gars? Elle demande à son père, elle dit, du coup, est-ce que tu m'as abandonné? Elle lui enregistre un message, peut-être que j'ai loupé quelques scènes. Mais elle enregistre un message où elle dit, est-ce que tu m'as abandonné? Parce que c'est triste, quoi, globalement, ce qui se passe. Elle éteint le message, donc on comprend qu'il y a un message qui a été enregistré, mais il n'est pas encore diffusé sur la planète de l'Endurance. Et sur l'Endurance, donc on a les trois qui sont revenus, donc on a Romilly, le Brown et Cooper. Et il parle et il reste 2 planètes à aller voir. Comme ils sont déjà allés voir la planète du Dr Miller et qu'il n'y avait rien, il en reste 2, qui sont la planète du Dr Edmunds et la planète du Dr Mann. Et il y a un truc assez intéressant, c'est que la planète du Dr Mann, elle envoie des pings. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il est vivant. La planète du Dr Edmunds n'envoie pas de ping. C'est-à-dire qu'il serait mort? Je ne sais pas. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'on sait que Brown, elle avait un rapport avec le Dr Edmunds. Peut-être qu'elle était amoureuse de lui, tu vois, truc de ouf. Et donc, elle dit en gros, globalement, on va faire un vote pour décider sur quelle planète on va.
Et Cooper, il dit à Romilly, l'autre, si on fait un bot, je dois juste te prévenir d'un truc, c'est possible que Brand soit amoureux du Dr Edmunds. Et donc, dans une mission pour sauver l'humanité où il faut prendre des choix subjectifs, c'est possible qu'ils prennent un choix. Il faut prendre des choix objectifs, c'est possible qu'ils prennent un choix subjectif. Ok. Donc, bim, ils disent ça. Là, Brand a fait un discours un peu qui paraît un peu forcé sur l'amour, où elle dit en gros, l'amour c'est la seule chose qui traverse les dimensions, donc peut-être qu'on devrait le suivre, peut-être qu'on devrait aller sur la planète Dr Edmunds parce que je l'aime, blablabla. Globalement, Cooper et Romilly, ils en ont rien à faire, ils se disent bah là c'est une scientifique qui nous parle de l'amour pour justifier un truc pour sauver l'humanité, ça paraît un peu bancal, donc on va pas vraiment la suivre, et donc on va sur la planète du Dr Man. Et donc ils vont sur la planète du Dr Man, et au moment où ils partent vers cette planète, ah oui, on a une scène avant où en gros, comment il s'appelle, Romilly et Cooper, ils n'ont pas voulu suivre Dr Brand parce qu'elle était subjective à cause de son amour. Brand, elle est un peu énervée et a dit à Cooper, tu sais, il y a peut-être un moment où tu vas devoir choisir entre la survie de l'humanité et le fait de revoir tes enfants. Est-ce que tu seras subjectif? Pas vraiment. Cooper va probablement vouloir revoir ses enfants. Et donc elle lui met son incohérence devant les yeux. Truc de ouf. Bref. Donc bim, il se passe ce truc. Et donc là, on a toute l'expédition qui va partir pour la planète du Dr Man et on reçoit le message de Murph. Sauf qu'on le reçoit sur la station spatiale. C'est-à-dire qu'eux, ils ne le voient pas. Ils vont le voir plus tard. Ok? Ils vont le voir plus tard maintenant. Mais là, ils ne le voient pas. Donc on les voit partir vers la planète, dans la navette spatiale. Et quand on arrive sur la planète, c'est une planète très très blanche. Presque trop blanche. C'est vraiment blanc de partout, ça fait mal aux yeux tellement c'est blanc. Ok? Et ils sont à travers les nuages et à un moment, ils cassent un nuage en passant à côté. Parce qu'en fait, les nuages, c'était de la glace. Donc là, notre cerveau, il est un peu cassé. Mais ils avancent. Et la planète, en fait, elle est pleine de glace. C'est-à-dire que la planète d'avant, c'était un gigantesque océan. Et là, c'est une planète où il n'y a que de la glace partout, très, très, très glaciale. Limite, il n'y aura pas de vie dessus. Ok? Donc, bref. Ils traversent ces différents trucs, blablabla. Ils trouvent la fameuse base du Dr Man, qui serait apparemment vivant. Ok? D'ailleurs, il y a comment ça s'appelle ça? Un drapeau des États-Unis. Ça veut dire que là, on est ultra loin dans la galaxie, mais il faut quand même dire que la planète, elle appartient aux Américains. Alors qu'en vrai, on s'en fout, on a des milliers d'années-lumière. Mais bon, ok. Ils entrent dans la base, et dans la base, il n'y a personne. Ok. Ils voient une sorte de truc de cryogénisation, les sortes de lits dans lesquels ils avaient dormi pour aller sur Saturne. Et ils l'ouvrent, et ils voient le Dr Man dedans. Donc le Dr Man est vivant. Donc il y a un des 12 du programme Lazare, qui était Dr Man, qui était d'ailleurs le chef, qui est encore vivant. Ok. Dr Man se réveille et il pleure. Ça fait des années qu'il n'a pas vu d'humain. Il voit Cooper, il pleure totalement, il perd tout moyen de contrôle. Il fait un câlin à Cooper et il discute et il explique en gros ma planète, ou je l'espère plutôt notre planète, que ce sera la nouvelle planète Terre, elle est très froide. Il fait très 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 froid. Ça va les gars? Vous y allez? Dommage. Vas-y les gars. Donc il y a des journées, je crois, de 72 heures et des nuits de 72 heures qui sont très 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 froides. Ça veut dire qu'on peut vivre sur cette planète, mais il fait très 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 froid, très très compliqué. Par contre, il y a une surface. Et il y a une surface où là, l'air qui est irrespirable en haut serait respirable. Donc peut-être que c'est une nouvelle planète Terre. Ok. Donc ils ont cette discussion, blablabla. Et là, on reçoit enfin le message de Murph, où ils apprennent que le plan, que le plan A a toujours été un mensonge. Donc ils voient ce truc et comment ça s'appelle? Non, A. Oui, ils reçoivent le message du docteur, le message de Murph, voilà, où elle dit bon bah j'ai appris du coup le plan A était qu'un mensonge, que en gros le vieux de professeur Brand est mort, il l'annonce à sa fille. Et est-ce que papa tu m'as abandonné? Parce que elle, pour sa version, bah peut-être que son père l'a abandonné en sachant très bien qu'il pourrait jamais revenir. Alors qu'en vrai Cooper ne le sait pas. Donc Cooper et Brand ils voient le message. Déjà Brand elle apprend la mort de son père, plutôt compliqué comme nouvelle. Et juste, waouh, désolé. On va se tenir ici, ce sera plus safe. Oui ici. Bref, elle apprend la mort de son père et ils comprennent pas parce que eux aussi le vieux docteur Brand, il leur a toujours dit que le plan A pouvait exister et qu'il pourrait sauver l'humanité. Et là, Dr Man, il prend la parole et il dit bah moi je le savais. En vrai, moi je le savais. Je suis désolé. Le vieux professeur Brand, son équation là, qui disait qu'il allait peut-être résoudre, en vrai, il savait très bien qu'il n'y avait pas de réponse.
et il le savait depuis 20 ans. En vrai, il vous a menti. Et le plan A n'a jamais existé. Mais il dit, il a été obligé de vous mentir. Parce que si on vous disait de partir pour sauver l'humanité sans avoir la chance de revoir vos enfants, vous ne serez jamais parti. Par contre, si on vous dit de partir pour sauver l'humanité, mais en ayant la chance de revoir vos enfants, là, vous allez le faire. Donc en gros, il dit, l'humain est égoïste, et j'ai été obligé de mentir parce que l'humain est égoïste. Ok, assez dur à encaisser comme nouvelle. Cooper, il dit, ok, bah alors si j'apprends que je ne pourrai plus jamais revoir mes enfants, plus rien à faire de la mission, je veux rentrer sur Terre. Ok, si tu veux rentrer sur Terre, Romilly lui dit, bah passe par le trou noir. Comme ça, tu pourras envoyer un des robots dans le trou noir. On verra ce qui s'appelle à l'intérieur du trou noir la singularité. Et avec la singularité, peut-être qu'on pourra résoudre cette fameuse équation de la gravité. Et donc sauver la planète Terre et faire le plan A finalement. Donc, blablabla, ils disent que si tu rentres sur la planète Terre, il faut aller dans un trou noir, au moins que tu envoies un robot dans un trou noir. Et maintenant, comme cette planète apparemment est vivable, le Dr Man il fait visiter la planète à Cooper. Okay, il lui fait visiter la planète, il lui dit bon il fait très froid et tout, mais je vais te montrer la surface. Et peut-être que je saute des trucs d'ailleurs. À un moment ils arrivent devant une sorte de falaise où là il y a un trou énorme où ils vont mourir, mais là il y a une sorte de glace où ils peuvent vivre, en gros, globalement. Mais devant, il y a surtout une énorme chute. Okay, ils sont devant ce truc, et là, Man, il dit au docteur Cooper, il fait extrêmement chaud. Il dit au docteur Cooper, bon, depuis l'instant où je suis arrivé sur la planète, ma planète, j'ai toujours su que ce ne serait pas la nouvelle planète Terre. En vrai, la surface n'existe pas, je vous ai menti, cette planète Terre n'est pas vivable. Je savais juste qu'en envoyant mon ping qui disait que j'étais vivant, quelqu'un viendrait me sauver. Cooper, il dit, comment ça ? Comment ça? Donc tu nous as menti, sa planète n'est pas vivable, on ne va pas pouvoir sauver l'humanité, comment ça? Et donc là, le Dr Man, il retire un... Peut-être que je l'ai sur mon costume. Il retire un truc qui permettait à Cooper de communiquer avec Brand et les autres, et il le pousse. Il va peut-être mourir. Cooper réussit à sauver, réussit à faire tomber le Dr Man, qui tombe tous les deux à côté de ce fameux précipice, mais ils arrivent à tomber de l'autre côté où il n'y a pas le précipice, justement. Ils commencent à se battre. Et dans le même moment, on voit Murph. Murph adulte, qui vient chez Tom. Ah oui, c'est ça en fait, c'est ça le truc que j'ai oublié. Un peu avant qu'ils arrivent sur la planète du Dr Man, on a Murph qui est chez Tom. Et Tom, il voit qu'il est obligé de brûler ses récoltes à cause du mildiou. Okay, il est obligé de brûler ses récoltes à cause du mildiou et il dit « Bon, cette année, ça ne va pas le faire, mais peut-être que c'est l'année prochaine, ça ira mieux pour les récoltes. » C'est un peu drôle parce que c'est le discours que Cooper disait détester. Là, c'est le discours que tient son fils. Ok, donc... après, ils rentrent chez eux. Murph, elle mange Murph, elle mange chez son frère, mais elle est un peu distante. Ils mangent que des plats à base de maïs. D'ailleurs, c'est un peu drôle. Elle est un peu distante. Voilà, on sent qu'elle n'est pas bien. Et elle dit à ses enfants, elle dit à Tom et à tous les autres que à cet endroit plein de poussière, ils vont finir par avoir des maladies graves respiratoires. Donc, ils devraient peut-être partir. Mais Tom, il n'est pas chaud parce que Tom, c'est dans cette maison qu'il a enterré son fils, sa mère et son grand-père, qui n'est pas chaud de partir. Mais ok. Retour sur la planète de Dr Man. Les deux, Cooper et Dr Man, sont en train de se battre dans la glace. Ils essayent de... Dr Man réussit à dominer le Cooper. Et dans le même temps, on a Tom et Murph qui s'engueulent. Où Murph, elle lui dit, mais si tu veux sauver la vie de tes enfants, emmène-les dans mon laboratoire de la NASA dans lequel je suis. Le fameux où ils avaient trouvé les coordonnées au début. Et Tom lui répond, tu veux vraiment qu'on aille dans ton endroit secret de sectaire où on vénère papa comme si c'était un dieu, blablabla. C'est pas papa qui m'a éduqué, c'est grand-père. Grand-père qui est mort aussi. Donc il est pas chaud. Murph, elle lui répond, donc qu'est-ce que t'attends? T'attends la mort de ton prochain fils, sachant qu'il y a déjà un fils qui est mort? Là, Tom, il pète un câble, il dit, t'es sérieuse? Casse-toi, vas-y, pars de la maison. Donc il est totalement énervé, il veut plus du tout parler avec Murph. Donc Murph, elle se casse. Dans le même temps, on a toujours Dr Man et Cooper qui se battent. Dr Man, il réussit à casser le casque de Cooper. Comme l'air n'est pas respirable, Cooper il commence à suffoquer. On revient sur Terre, on voit Murph qui est en train de partir de la maison de Tom, sauf qu'elle voit des gens sur le chemin qui sont en détresse totale et elle se dit « Je ne peux pas laisser les enfants de Tom dans cet endroit où ils vont mourir, je suis obligé d'y revenir. » Donc, elle décide de repartir et de faire demi-tour pour aller vers chez Tom. En s'arrêtant d'abord dans le champ, mais on y revient plus tard. Ils continuent on retourne sur la bête de Dr Man. Dr Man et Cooper se battent. Là, c'est bon, le Cooper est à terre. Dr Man est en train de partir. Il est en train de lui dire « Je suis désolé, c'est mon instinct de survie, blablabla. Je suis désolé, j'étais obligé de faire ça globalement. Je suis désolé. »
comme Cooper, on lui a enlevé son truc pour communiquer, il ne peut pas appeler à l'aide, mais il commence à essayer de le récupérer, mais il n'y arrive pas. Dans le même temps, il y a Murph qui est arrivé dans le champ de Tom, qui met le feu. Comme ça, Tom va être obligé d'aller voir le champ en feu et de partir de sa maison, comme ça, Murph pourra sauver ses enfants. Donc il se passe ça. Murph après revient chez Tom, a réussi à faire partir a réussi à emmener les enfants de Tom et sa femme dans la voiture pour qu'ils partent et qu'ils aillent dans un endroit où ils pourront mieux respirer. Elle va dans sa chambre aussi parce qu'elle sent que pour résoudre cette équation dont c'est impossible, il y a peut-être une réponse dans sa chambre. La fameuse singularité, elle est à l'intérieur d'un trou noir. Donc on ne la trouvera pas dans sa chambre, mais on ne sait pas, elle a un feeling. Donc elle va dans sa chambre. Elle va dans sa chambre et dans le même temps, on a Cooper qui réussit à retrouver son truc pour parler. Il appelle à l'aide, comment ça s'appelle, Brand, il lui dit « Man est un menteur, viens me sauver, blablabla ». Brand et Romilly qui est toujours dans la base, Brand, elle arrive, elle vient sauver Cooper. Cooper, il dit à Brand « Romilly va mourir parce que la base de Dr. Man, elle est piégée ». On voit la base du Dr. Man qui explose, donc Romilly est mort. Il ne reste plus que Brand et Cooper. Truc de ouf, c'est triste ça, monsieur, que Romilly soit mort. Mais bref. Donc, il y a ce truc, Romilly qui meurt, et le Dr. Man qui prend un vaisseau. Et Dr. Man, il va aller vers l'Endurance pour s'y amarrer et s'enfuir. Même si ça veut dire que Cooper et Brand vont mourir, il va s'enfuir. Donc on le voit partir, blablabla. On comprend que comme le Dr. Man est en avance sur Cooper, s'il s'amarre en premier, bah, Brand et Cooper pourront plus s'amarrer, ils vont peut-être mourir. Donc c'est un peu stressant. Comment ça s'appelle Merde. Ouais, Dr. Man, il s'avance, blablabla, il s'avance de l'Endurance. L'équipage de Cooper et Murphy lui disent t'amarres pas, tu vas pas réussir parce que t'as pas les trucs, tu vas tout juste casser, t'amarres pas. Dr. Man, il veut pas écouter, donc il enlève la radio pour plus les entendre. Il s'approche de l'Endurance, il essaye de s'amarrer. Il s'y connaît pas vraiment bien et en plus, il n'y a plus d'autopilote parce que ça a été désactivé par un robot. Donc il essaye de s'amarrer tant bien que mal, sauf qu'il s'amarre mal. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'amarre, il faut imaginer là l'Endurance et là la navette. Il y a un truc et il y a une sorte de jonction où il faut que tous les crochets soient accrochés pour que le vaisseau soit bien amarré. Sauf que là, le vaisseau du Dr. Man, il s'amarre, mais tous les crochets ne sont pas fermés. Donc la jonction, elle n'est pas totale. Donc il ne peut pas s'amarrer à l'Endurance. Il essaye de rentrer quand même. Il entre dans le sas. Le Dr. Brand et Cooper ils réussissent à faire passer un message dans le vaisseau pour dire à Man de ne pas ouvrir ce sas. Il ouvre ce sas et bim, il est dans l'espace. Dr. Man est aussi mort parce qu'il n'a pas écouté l'équipage. Donc là, il y a un truc de ouf. On a Murph dans sa chambre qui essaye de chercher des réponses sur la singularité, on ne sait pas quoi. Et en même temps, on a Brand et Cooper qui sont devant le vaisseau spatial qui a été cassé parce que le Dr. Man qui s'est mal amarré, ça a provoqué une explosion. Ça veut dire que sur un vaisseau cassé, ils doivent s'amarrer. Impossible. En plus, le vaisseau tourne. C'est une mission impossible. Ils commencent à s'avancer, blablabla. Cooper et Brand, ils s'avancent. Et Cooper, il dit, on va tenter le tout pour le tout. Je sais que c'est impossible de s'amarrer un truc en rotation, mais on va quand même réussir. Et là, c'est une scène qui est héroïque, vraiment héroïque. Ils s'avancent, l'Endurance, il est en rotation comme ça. Là, c'est l'Endurance, blablabla. Ils avancent avec leur vaisseau, ils essayent de se placer, Ils font des calculs de ouf, musique de ouf, très, très, très stressant comme scène. Et bim, il réussit à s'amarrer. Cooper a réussi à s'amarrer à l'Endurance. Truc de ouf. Il a réussi à s'amarrer à l'Endurance. J'ai probablement oublié des passages. Mais il a réussi à s'amarrer à l'Endurance dans une scène qui est très, très, très stressante. On voit les trucs tourner. On sent à tout moment qu'ils ne peuvent pas réussir, mais il finit par réussir. Donc voilà, il réussit à s'amarrer. Et maintenant, ils doivent rentrer dans le vaisseau. Et pour rentrer dans le vaisseau, ils ouvrent le sas. Cette fois, le sas qui a été cassé par le Dr. Man, mais ils réussissent à passer. Je ne sais plus exactement comment, mais la scène, elle est très, très, très silencieuse. Ça veut dire, ils rentrent dans le vaisseau, et on sait que souvent dans Interstellar, Nolan, il joue entre des scènes très bruyantes et des scènes très silencieuses. Et comme la scène d'avant était très bruyante, bah là, c'est très silencieuse. La seule chose qu'on entend, c'est les respirations de Brand et de Cooper. Il faut que tu regardes Interstellar, c'est un vrai bon film. Ok. Et donc, bim, ils avancent, je sais où est-ce que j'en étais. Oui, et ils essayent de rentrer dans le vaisseau. La scène est très, 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 très silencieuse. On entend juste les respirations. Et au moment où la porte du vaisseau s'ouvre, la porte de l'Endurance, on a le son qui arrive avec la fumée. Voilà, un petit effet de style qui est assez sympa. Le son qui arrive avec la fumée, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pour ton âge? Je pense qu'Interstellar est pour ton âge. T'as quel âge? 10. Je crois que
Oui, je pense que ça peut être pour le cas. Il faut que tu demandes à tes parents, mais je pense que c'est bon. Donc, le son arrive en même temps que la fumée. Ils arrivent à rentrer dans l'endurance, ils en prennent les contrôles, sachant que l'endurance est toujours en train de tourner, sachant que l'endurance, on vient de s'y amarrer, mais en même temps, il y a le trou noir à côté qui est en train de l'attirer. Donc, c'est un peu la merde. Mais Cooper, il réussit. Il se dit, mais attends, là, on est à côté de la comment ça s'appelle, du trou noir. On va se faire aspirer dans le trou noir et il nous reste une dernière planète à visiter qui est la planète du docteur Edmund. Sauf qu'on n'a plus de carburant. Enfin, on n'a plus beaucoup de carburant. Donc, la seule manière d'aller sur la planète d'Edmund, c'est de profiter de l'attraction du trou noir, ok, pour réussir à aller sur la planète en perdant du poids. Ça veut dire que le vaisseau, il a attiré vers la planète, mais si on fait tomber des parties du vaisseau, il va pouvoir aller vers cette planète d'Edmund, ok. Donc on va devoir abandonner l'un des robots qui accompagnait tous les astronautes. Un peu triste. Mais ok, on a cette manœuvre donc où le vaisseau il se rapproche du trou noir dans des plans magnifiques. Le trou noir qui s'appelle Gargantua. D'ailleurs, petite anecdote sur le trou noir Gargantua, c'est que le trou noir est réaliste scientifiquement. Ça veut dire que la façon d'à quoi ressemble ce trou noir se base sur des vrais calculs. Et chaque frame, une vidéo c'est composé d'images, de plusieurs images par seconde. Et chaque image de ce trou noir a demandé 100 heures de rendu, je crois. 100 heures de rendu, c'est énorme. Si on met ensemble tous les moments où on affiche le trou noir, ça fait, je crois, 80 téras de données, ce qui est énorme. Ou 800 téras de données, possible. Ça veut dire que vraiment, en fait, le trou noir, il est tellement détaillé, il est tellement précis scientifiquement, qu'il se base sur des vrais calculs et tout, que pour le générer, c'est des calculs de zinzin. Mais donc, on a ces plans avec le trou noir qui sont assez beaux. Franchement, c'est magnifique. C'est un très beau film à voir pour ça. On a des plans qui sont magnifiques avec le vaisseau qui avance. Et là, ça va être le moment de laisser partir les boosters. Enfin, d'abord, on allume les moteurs. On allume les moteurs pour passer à travers ce trou noir. Mais là, il va falloir laisser passer des... Il va falloir, comment ça s'appelle, laisser partir du poids du vaisseau pour avancer. Donc d'abord, on fait partir la première navette avec le robot. Le robot qui va pouvoir aller dans le trou noir. Peut-être qu'il trouvera des infos sur la singularité et qui pourra aider à trouver la gravité sur Terre. Mais ok, on abandonne le robot. Et le robot, juste avant de partir, il dit bon, bah, on se voit de l'autre côté, Cooper. Et là, on ne comprend pas. Il n'est pas censé se voir de l'autre côté, Cooper. Cooper, il est censé rentrer. Enfin, Cooper est censé rester dans le vaisseau avec comment ça s'appelle, avec Brand. Il n'est pas censé partir. Mais plot twist, on a le premier vaisseau avec le truc qui est parti. Et là, on a le deuxième vaisseau qui va partir. Enfin, la deuxième navette. Et dans cette deuxième navette, il y a Cooper. C'est-à-dire que Cooper va aller dans le trou noir. Et donc Cooper va mourir. C'est trop triste. Ok ? Et donc là, Brand, elle se dit, mais comment ça, tu vas partir ? On avait dit, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas besoin que tu partes. Et là, Cooper, il fait un truc de ouf. Sauf que j'ai oublié le moment plus tôt dans le film auquel il fait référence. Il lui dit, on a toujours dit 90% d'honnêteté. Ça veut dire qu'en vrai, je t'ai dit que je pourrais rester avec toi, mais ce n'était pas vrai. Et ça fait référence à un moment beaucoup plus tôt dans le film où le robot a dit qu'il était à 90% d'honnêteté parce que le 100%, c'est pas diplomatique avec des humains. Mais j'avais oublié ce passage quand je l'ai raconté. Mais bref, ok. Fait référence à ce moment. Donc Cooper doit partir. Il dit aussi, c'est la troisième loi de Newton. Pour l'humain, pour que l'homme avance, on est obligé de laisser des choses. Donc là, pour que l'humain puisse traverser ce trou noir, on est obligé de me laisser moi. Très triste. Et là, Cooper part. La navette de Cooper part. Et on va plus du tout suivre l'endurance. Toute la fin du film va être avec Cooper. Ensuite, il y a la navette de Cooper qui tombe vers le trou noir. Ok ? Elle tombe vers le trou noir. Ça devient tout noir. L'écran devient tout noir parce qu'en gros, le trou noir absorbe la lumière. Et on a même des petits flashs bizarres de lumière qui passent à travers la navette. C'est trop bizarre comme scène. Mais en gros, Cooper est en train de tomber dans le trou noir. Au bout d'un moment, la gravité elle devient tellement forte que Cooper il doit s'éjecter de sa navette. Okay, il doit s'éjecter. Et quand il s'éjecte, on a un plan dans l'espace, donc on a très peu de son. Et le seul son qu'on entend, c'est la respiration de Cooper à l'intérieur de son casque. Parce que c'est le seul endroit où il y a de l'air, et donc le seul endroit où il y a du son. Je crois. Ça se trouve, mes explications sont fausses, mais c'est comme ça que je le comprends. Donc, on voit Cooper tomber dans le trou noir, dans ces gros moments où il n'y a rien, on entend juste sa respiration, il tombe pendant très longtemps. Et à un moment, il tombe dans une sorte de bibliothèque. Impossible à expliquer. C'est-à-dire que sous son sol, il y a une infinité de bibliothèques par terre, et Cooper, il tombe dans ces bibliothèques. Ok, trop bizarre à expliquer, il tombe, et à un moment, il se retrouve dans ce qu'on appelle un tesseract. Et là, un tesseract, c'est une sorte de, je crois, de représentation en 4D d'un cube. Impossible à dire à l'oral, mais en gros, c'est une forme assez bizarre qui se reproduit à l'infini. Je sais pas. Mais en gros, c'est l'intérieur du trou noir et Cooper se retrouve dedans. Et ce qui est assez drôle avec ce tesseract, c'est que ce tesseract, il n'est pas composé de n'importe quoi. Il est composé d'une infinité de chambres de Murphy.
C'est-à-dire que partout dans le Tesseract, c'est qu'un ensemble de chambres de Murph partout à différents moments dans le temps. Donc voilà. Et donc dans le même moment, je rappelle que là on a Cooper qui est devant cette infinité de chambres de Murph, et Murph est dans sa chambre, Murph adulte est dans sa chambre pour essayer de trouver la réponse à la singularité. Et donc là, elle cherche à comprendre qu'est-ce qui a pu bien se passer. Elle comprend un truc, c'est que quand elle avait étudié avec du Morse les petits livres qui étaient tombés dans sa chambre petite, ça écrivait le mot reste. Ça écrivait le mot reste. Et d'ailleurs, le mot reste qu'elle avait dit à son père quand il devait partir, mais regarde, la bibliothèque, elle dit reste, donc ne pars pas. Et là, elle s'en rend compte. Mais elle se dit donc, mon père qui est parti depuis des années, et là, la bibliothèque, qui, quand elle était plus petite, voulait dire reste, ça veut dire que le fantôme qu'elle pensait, c'était son père. Première étape. Elle a compris que le fantôme était son père. Ok. Donc là, elle a compris que le fantôme était son père, et donc elle comprend que dans sa chambre, il y a deux trucs à comprendre. Et qu'en étudiant un peu plus ce qui se passe dans sa chambre et les différents trucs, peut-être qu'elle pourra comprendre d'autres choses sur cette singularité. Ok. On revient avec Cooper dans le Tesseract. Cooper, dans le Tesseract, il revit tous les moments de la chambre de sa fille, et donc il revit aussi le moment où il part. Il revit le moment où il part, et donc il fait tomber les livres pour écrire reste. Pour dire, Cooper ne part pas, si tu pars, on a cette boucle temporelle où je suis dans le Tesseract et où je vais mourir, donc ne pars pas. Donc il fait les livres pour écrire reste. On comprend que c'est une boucle temporelle. Mais il fait un autre truc, c'est qu'au moment où Cooper est à deux doigts de fermer la porte, il fait tomber un livre. On s'en rappelle du livre Flatland qui tombait quand Cooper était à deux doigts de partir de la chambre de sa fille. Donc on comprend qu'il y a une boucle temporelle. Ok. Mais si on veut que cette réalité puisse exister, la réalité où Cooper est dans son Tesseract, il faut d'abord que Cooper trouve les coordonnées de la NASA. Donc, dans le Tesseract, il revient à l'endroit où, dans la chambre de sa fille, il y avait le moment avec les flashs de lumière qui faisaient les coordonnées du centre de la NASA. Et il fait les coordonnées. En gros, il est en train de faire en sorte que cette boucle temporelle puisse exister. Ok. Donc elle comprend tout ça. Murph aussi, de son côté adulte, elle comprend que le moment avec les coordonnées de la NASA, c'était son père. Elle commence à comprendre toute la boucle. Et on entend le robot qui recommence à parler. Le robot, parce qu'en gros, il y a le robot et Cooper qui sont tombés dans le Tesseract. Et là, le robot, on entend enfin le signal radio dans l'oreille de Cooper. Et il dit, bon, blablabla, je sais plus quoi. Cooper lui demande s'il a les données quantiques de la singularité. Non, d'abord il lui demande les coordonnées en morse. Non, d'abord il demande les coordonnées en binaire de la NASA pour le moment où il va le faire. Mais après il lui demande les données quantiques de la singularité, comme la singularité c'est à l'intérieur du trou noir et qu'ils sont à l'intérieur du trou noir, pour les transmettre à Murph, pour qu'elle solutionne l'équation de la gravité et qu'elle permette à l'humanité de revivre. Ok ? Un peu difficile à suivre. Donc, il faut cependant, si Cooper veut transmettre les chiffres de la singularité en quantique à Murph, il faut qu'il trouve le bon moment dans l'espace. Donc, il avance à travers le Tesseract. Il dit en gros qu'il doit trouver l'endroit dans le Tesseract qui correspond à ce moment précis et que c'est grâce à l'amour, cette fameuse force dont Brand parlait dans son discours, qu'il va pouvoir trouver cet endroit. Grâce à l'amour, il trouve cet endroit. Et donc, il va pouvoir communiquer la singularité à Murph. En même temps, il comprend un truc. C'est-à-dire, depuis le début, que ce soit ceux qui ont écrit, enfin, que ce soit le fantôme, ceux qui ont fait les coordonnées de la NASA, ceux qui ont fait apparaître le trou noir, la poignée de main bizarre qu'a fait Murph, on parle depuis le début d'extraterrestres. Mais ils comprennent un truc. Cooper, il comprend un truc. Il comprend que ce Tesseract, il n'a pas été créé par des extraterrestres. Il a été créé par des anciens humains, enfin, par des nouveaux humains. Genre des humains qui, beaucoup plus tard, ont construit ce Tesseract pour que cette réalité, cette boucle temporelle puisse exister et qu'eux aussi puissent exister par continuité chronologique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref. Donc il comprend que ce n'est pas des aliens qui ont construit ce Tesseract, mais bien les humains. Bref, il trouve le moment de la chambre de Murph où il va devoir lui transmettre la singularité et à travers les mouvements de la petite aiguille de la montre qui s'était donnée, parce qu'on rappelle qu'ils ont tous les deux la même montre, Cooper et Brand ont la même montre, non, Cooper et Murph ont la même montre, il lui transmet les données ultra compliquées de la singularité à travers des mouvements de petites aiguilles d'horloge. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il réussit. Ok. Et Cooper réussit à comprendre. Et Murph réussit à comprendre. Ok. Elle est à deux doigts de partir, donc elle est là dans sa chambre, en train de chercher des infos. Comment son père pourrait l'aider? En même temps, il y a Tom qui va bientôt revenir pour aller chercher ses enfants, elle doit se dépêcher. Elle est à deux doigts de sortir de sa chambre, et au moment où elle sort de sa chambre, elle regarde sa montre, et elle voit que la petite aiguille de sa montre bouge. Elle s'y attend.
je sais que le fantôme c'est mon père, et là la petite aiguille de ma montre bouge. Donc elle comprend qu'il y a un truc. Et en notant en quantique les mouvements de la petite aiguille, elle trouve les données de la singularité qui permettent de résoudre l'équation qui trouve la gravité. Truc de ouf. Donc elle trouve ça, elle descend, son frère vient d'arriver, elle le prend dans ses bras, elle dit papa est vivant, papa est mon fantôme, blablabla, il va nous aider à sauver l'humanité. Cooper, il comprend que. Cooper, il se pose la question est-ce que la petite fille que Brand. Enfin, est-ce que la petite fille que Murph est va comprendre la singularité? Et il pense que oui, par amour, blablabla. Non, non, non. Ok. Et comme le Tesseract commence à se fermer, il comprend qu'en gros, Murph a compris les données. Enfin, oui, Murph a compris les données. Elle a réussi à comprendre la singularité. Cette boucle temporelle peut exister. L'humanité est sauvée. Donc le Tesseract se ferme. Le Tesseract se ferme complètement. Dans le même temps, on a Murph qui commence à noter les données, blablabla. On les voit sur des cahiers en train de noter plein de choses, en train de solutionner l'équation du professeur, comment ça s'appelle? Du vieux professeur Brand. Équation qui est d'ailleurs totalement vraie. C'est-à-dire que dans le film, on voit genre 4 tableaux avec des maths ultra compliquées. Ces maths ont été écrites par le physicien du début, Kip Thorne, qui a voulu faire le film. Donc c'est des vraies maths, truc de ouf. Bref, elle a fini de trouver la solution à la gravité, ce qui n'est pas vraiment des vraies maths, qu'on n'a pas la solution à la gravité, mais ok. Et donc dans le même temps, on a le Tesseract au niveau de Cooper qui se ferme. On a une sorte de Cooper qui passe à travers un sorte de tunnel de lumière bizarre. À un moment, il voit le vaisseau son vaisseau. Et genre, il serre la main de Brand sans qu'elle le sache. Donc on comprend que c'était Cooper. On comprend que c'était Cooper le... Comment ça s'appelle? On comprend que c'était Cooper le... On comprend que c'était Cooper... T'inquiète, j'ai bientôt fini, c'est pas grave. On comprend que c'était Cooper le... Comment ça s'appelle? Ah, Pour votre sécurité, on comprend que c'était Cooper. On comprend que c'était Cooper. Je n'ai plus la suite. Oui, ici, on comprend que c'était Cooper l'alien au moment qui a serré la main de Brand. Ok. Assez intéressant. Donc on comprend ça. On a donc ce tunnel de lumière où il serre la main à Brand. Et après, on le voit atterrir dans l'espace. Ok. On voit un plan où Cooper est dans l'espace, un peu. Comment ça s'appelle merde. Un peu endormi. Et dans le fond de l'image, on voit 2 petits points rouges sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Ok. Plan d'après, Cooper est dans un lit d'hôpital, dans une chambre extrêmement blanche. Des fois, il y a des scènes dans ce film qui sont extrêmement blanches. Et dans une chambre extrêmement blanche, et il y a un docteur qui le réveille qui lui dit tranquille, tranquille. Vous avez 125 ans, allez-y tranquille. Cooper, il se lève, il va à sa fenêtre, et là, il voit un match de baseball. Match de baseball qu'on a vu plus tôt dans le film. On comprend les récurrences. Il voit un match de baseball, une balle qui est lancée, et la balle en rebondissant, elle va vers le ciel. Comment ça, vers le ciel? Et en allant vers le ciel, elle casse une vitre de la maison d'au-dessus. Parce qu'en gros, Cooper, il est dans une planète où c'est un cylindre. Genre, il y a des maisons ici, il y a des maisons ici, il y a des maisons ici, c'est un cylindre. Donc, on comprend qu'on est dans le futur, on comprend que l'humanité a trouvé la solution à la gravité et que, globalement, l'humanité a été sauvée. Mais ok. Donc, il lui explique tout ça. Le docteur qui est avec... le docteur qui est avec Cooper lui dit vous êtes sur la station Cooper. Cooper il dit putain trop cool. Vous avez donné à la station le nom de mon nom et le médecin il rigole un peu parce que c'est pas absolument pas le nom de Cooper qu'on lui a donné, c'est le nom de sa fille parce que c'est Murph Cooper qui a réussi à trouver la solution à la gravité. Donc bref, Cooper il en profite pour demander quand est-ce que je pourrais voir ma fille. Parce que s'il veut la revoir, sa fille, ça fait lui quelques années qu'il ne l'a pas vue, mais pour Murph, ça fait 90 ans, je crois. Donc il demande quand est-ce qu'il pourra revoir sa fille. Le médecin lui répond dans 2 semaines. Elle est sur une autre station spatiale en cryo-sommeil parce qu'elle est très très vieille. Mais dès qu'elle a su que vous étiez revenu, elle veut absolument vous voir, donc elle arrive dans 2 semaines. Ok. Cooper peut sortir de sa chambre d'hôpital. Il peut sortir de sa chambre d'hôpital et il est accompagné par un gars qui aurait fait une disserte sur lui au lycée. Parce qu'on comprend que Cooper, c'est devenu un gars un peu connu, beaucoup moins connu que sa fille Murph, mais il est quand même un peu connu, et donc il y a des gens qui ont fait sur lui des dissertes au lycée. Ok. Le gars, il fait visiter à Cooper la nouvelle station, la nouvelle humanité, et il lui dit aussi, on a préparé un truc pour vous. Et en gros, ils ont préparé une reconstitution de l'ancienne maison de Cooper. Ok. Donc là, la maison qui était sur Terre pleine de poussière, ils en ont refait une sur la planète spatiale en mode
rappelle-toi le bon vieux temps. Ok, Cooper il rentre, c'est un peu glauque parce que partout dans la maison, il y a genre des stèles avec les documentaires du début, le documentaire de Dust Bowl, donc c'est un peu glauque. En plus, il n'y a pas de poussière. Cooper, il met sa main sur la table et il voit qu'il n'y a pas de poussière, donc il comprend que bon, c'est un peu faux, blablabla. Il trouve aussi le vieux robot Tars, celui qui était avec lui dans le trou noir. Il le répare. On a une scène où, un peu comme les discussions où Cooper était avec son père assis comme ça dehors, bah là, Cooper il est assis, il y a Tars qui vient lui parler. Cooper il dit qu'il n'aime pas ce vieux retour en arrière, le fait de recréer un truc d'avant. Il n'est pas fan, franchement, le Cooper. Il dit qu'il veut voir ce qui se passe et tout ça. Ok. Il n'aime pas se fier au retour en arrière, c'est ça qu'il dit. Retour dans l'hôpital et Murph est arrivé. Murph est arrivé, Cooper va pouvoir revoir sa fille qu'il n'a pas vue depuis 90 ans. Vous vous rendez compte, monsieur? C'est assez ouf. Ok, donc il arrive dans la chambre, il y a toute la famille qui est présente. On ne sait pas la famille de qui, on apprend que c'est la famille de Murph. Vu qu'elle a 90 ans, elle a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, donc toute la famille de Murph. Quand il rentre, Cooper, on dirait que c'est des PNJ parce qu'ils sortent directement, mais ok. Il parle avec Murph, scène ultra sentimentale. Murph n'a pas vu sa fille depuis 90 ans, c'est très très triste. Cooper lui dit c'était moi, ton fantôme. Murph lui répond je savais. Il lui répond comment tu savais? Et il lui répond Murph lui répond parce que mon père me l'avait promis, mignon, blablabla. Et par contre Murph a dit un parent ne devrait jamais assister à la mort de sa fille. Parce qu'en gros, là, Cooper, en âge réel, il a 120 ans, mais en âge, pour lui, il a genre 40-50 ans et sa fille, elle en a 95. Sa fille, elle va mourir devant son père, ce qui est un peu glauque. Ce qui fait référence aussi aux enfants de Tom qui sont morts. Sachant que Tom, on le revoit plus du tout dans ces parties du film, comme s'il n'existait pas. Mais ok. Donc Murph lui dit un parent ne devrait pas assister à la mort de son enfant. Et donc Cooper, il lui répond mais je fais quoi? Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Et Murph lui répond un truc très simple, va voir Brand. Brand, elle que tu as abandonnée, qui, on apprend, est arrivée sur la planète Dead Moons. Planète Dead Moons qui est vivable, qui peut être une colonie humaine, comme quoi l'amour, on aurait dû le suivre. Et donc il lui dit, va la retrouver. Ok, Cooper, il accepte. Il laisse sa fille dans son lit d'hôpital, il y a toute la famille qui revient. Il réussit avec le robot à s'infiltrer et à voler un vaisseau spatial. On a la scène du vaisseau spatial qui part vers l'espace. Et là, on a la dernière scène du film où on a Brand sur sur la planète Dead Moons, qu'il a enterré parce qu'il est mort. Mais on voit qu'elle est triste, elle est seule, mais au moins, elle a fondé une nouvelle colonie pour l'humanité. Et donc, on comprend que le plan A et le plan B ont marché. Fin ultra poétique, trop bien. Voilà, on voit la tête de Brand qui part, qui va vers la colonie humaine avec le gros drapeau des États-Unis, parce qu'on n'oublie pas que c'est les États-Unis. C'est important ça. Ok, et bam, fin du film, et fin d'Interstellar. Et voilà. Et franchement, c'est un film trop lourd. Et c'est pour ça que je voulais en parler en tenue d'astronaute dans le métro parisien. Voilà.